Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le plus des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Et nous sommes... Aïe, toi, ça voulait japper à nouveau. Et nous sommes le 16 janvier 2018. Et, encore une fois, vous êtes de retour avec nous pour notre émission Les Chiens Fous. Alors, je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente année 2018 parce que je n'ai pas eu le temps de vous transmettre mes vœux. Alors, je me fais un petit plaisir de vous le faire en commençant l'émission et en espérant que vous avez passé un excellent temps de Noël et du jour de l'an, que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis, en profiter pour faire quelques activités peut-être à l'intérieur, peut-être aussi à l'extérieur, mais un peu moins longtemps qu'à l'habitude. Et pour ce qui est de ma part, j'ai eu le plaisir de partager en famille du temps où... et de faire aussi des jeux avec les amis, profiter pour redécouvrir les jeux de société. Les fêtes de Noël. Oui, c'était merveilleux, sans faire trop d'abus, dois-je dire. Alors, écoutez, ce soir, on va avoir une émission très intéressante, en particulier à partir du moment où nos chroniqueurs vont être présents. Parce que Claude a eu des problèmes avec ses chevaux. Ceux qui sont en ligne sur YouTube peuvent apercevoir les studios et peuvent constater qu'il y a 2 chaises de vide présentement. Il y a une certaine vacuité en studio, mais j'ai quand même mon technicien chevronné et j'ai nommé François. Salut François! Hey, salut Christian! Hey, bonne année! T'as passé des belles fêtes ou t'as passé un beau Noël? J'ai passé un beau Noël, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai passé un beau Noël et un excellent jour de l'an. C'est correct, je voulais juste insister dessus. Oui, je pense que c'est important de faire la distinction. Je pense que nos auditeurs sont très sensibles à ça. Alors, écoute, François, on va faire une espèce de tour de table, mais je commencerai peut-être par Robert Bob Sirois, qui est avec nous en ligne. Salut Bob! Est-ce que tu es avec nous? Bob Sirois être là. Ou il est momentanément parti et sera de retour sous peu. Est-ce que tu nous entends, Bob? Bon, ben écoutez. Ça... Allô? Hey! Voilà. Monsieur Sirois. Alors, j'en profite donc au nom de l'équipe des Chiens Fous pour te souhaiter une excellente année 2018, remplie d'équipes québécoises dans toutes les disciplines sportives. Et... Écoute, c'est mon vœu le plus cher depuis plusieurs années. Et puis, il y a eu pendant la période des fêtes et au début de janvier, il y a eu des gros développements que je vais vous parler ce soir, dont un qui vient de la fédération du président, de la bouche même du président de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui serait d'accord à ce que le Québec soit représenté comme nation lors des championnats du monde de hockey junior. Wow! Alors là, l'indépendance du Québec, je le dis tout le temps, c'est avec le sport que ça va se faire. Avec le sport et la culture, hein, l'espèce d'attrait fondamental que ça a, la puissance pour attirer. La culture, c'est beau. Ça, c'est ce qui fait qui nous sommes. Mais la culture ne devient pas indépendante. Le Québec, comme nation, avec leur chandail, notre drapeau, notre représentant, notre nation contre d'autres nations, c'est ça l'indépendance. C'est être représenté à la face du monde comme étant une entité, comme étant une nation. Ah, écoute, c'est extraordinaire. Moi, j'ai très, très hâte de t'entendre là-dessus. Là. Et, il reste des bâtons dans les roues. Ce que je vais parler ce soir. Parce que nos bons Québécois
Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Ça, c'est une autre question. Qui sont les décideurs là-dedans? Alors, j'en parle ce soir. Écoute, dès 20h ce soir, ça va être ta chronique. Alors, à tous nos auditeurs, soyez à l'écoute. Donc, pour écouter Robert Sirois nous parler donc de cette nouvelle très intéressante sur le président de la Fédération internationale du hockey sur glace. Et on a nos chroniqueurs qui entrent en studio et on va les laisser se placer, se positionner. Se secouer le poil. Oui. Et moi, habituellement, je termine avec moi pour parler des différents sujets. Oui. On les a rentrés là, pour l'émission. Ils sont tout mouillés. On entend les médailles qui se font aller. Et donc, le sujet du jour, c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement que de vous en parler. La démission, du moins, c'est pas vraiment une démission, mais l'annonce fracassante de la part donc de 4 députés du Parti québécois qui nous annoncent qu'ils ne reviendront pas pour les élections de 2018. Il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est une simple transition pour le Parti québécois? Est-ce que le bateau coule? Je pense que il va falloir qu'on en discute et on va le faire dans quelques instants. Je vous parle aussi des fausses nouvelles en série, et non en Syrie, mais bien en série, et la leçon de journalisme à Saint-Saëns de nos grands médias de masse, les arroseurs arrosés. Pour moi, c'est clair que c'est le cas. Je suis en train de donner un petit coup de main à notre chroniqueur Claude pour activer ses écouteurs. Ensuite, je vous parle... Et si vous voyez le studio, là... d'une entrevue extraordinaire que j'ai eu le plaisir d'entendre ce matin avec Madame Zara Bokersi, qui s'est faite à Québec. Madame Bokersi, qui est une Algérienne d'origine kabyle, donc qui nous a fait, qui a fait une entrevue extraordinaire dont je voulais vous parler un petit peu. Et ensuite, le barreau londonien qui demande à ses avocats de respecter la charia. Alors, je pense que... Oui. Excuse-moi, ça n'a pas de bon sens. Salut, comment ça va, Christian? Bonne année! Bonne année! Bonjour, hi! Bonjour, hi! Non, c'est hi, bonjour. Hi, bonjour. Non, mais ça serait bien, hein, les Gilbert Rozon de ce monde, là, ça serait fait couper au moins les 2 bras, les 2 pieds, puis autre chose encore. Akbar! Avec la charia. Ah oui, à ces islamistes... Non, qui ne sont pas des musulmans, ils sont musulmans, mais qui ne sont pas donc des crinqués. Ce ne sont pas c'est des crinqués, contrairement à la majorité de la population. Alors, donc ce barreau londonien. Et dernière nouvelle, si on a le temps, les démocrates aux dernières primaires, et de même que les partisans démocrates nous disaient, nous ne voulons pas de candidats artistes. Nous ne voulons certainement pas d'un clown tel que Donald Trump, qui est un artiste à nos yeux. Et quelques mois plus tard, moins d'1 an plus tard, il nous agite à la face nul autre que Oprah Winfrey. Donc, je veux, si on a un petit peu de temps, vous parler donc d'Oprah, mais encore une fois, à travers le prisme médiatique québécois et cette espèce d'hystérie là, vis-à-vis de Madame Winfrey. Alors voilà ce que moi je vous propose ce soir. Et Monsieur Dubé, comme on l'a entendu de vive voix, bonne année Monsieur Dubé. Et bonne année Christian, et bonne année à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, toi, tu vas nous parler de quoi? Moi, écoute, c'est ça, j'avais oublié de t'envoyer. Ben là, c'est ça. Moi, j'ai marqué santé, je les entre les mains d'un expert spécialiste feng shui. Je vais faire des petites brèves, là, à dernière, de ce qui s'est passé avant les fêtes un petit peu. Et je vais parler beaucoup... parler de digestion de la bûche. Digestion de la bûche. Excellent. Et je vais parler de la stratégie... La bûche des fêtes. Je vais parler de la stratégie numérique du gouvernement Couillard, le 1,5 milliard qui a été investi pour l'industrie du numérique, de la haute technologie, finalement de la Silicon Valley qu'on aime beaucoup. Encore des smartboards? Oui, c'est ça. Oui, des tonnes de smartboards. Merci. Écoute, et on ferme la marche comme d'habitude avec M. Veilleux
Claude. Salut! Hey, t'as fait ton émission hier à Montréal? Ben, j'étais censé aller en studio à Montréal et finalement un petit problème de char comme aujourd'hui, d'une certaine façon. OK. Mais Rien de grave avec ton véhicule? Non, c'est le véhicule de ma femme. OK. Ah, c'est ta femme, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que c'est moi qui le paye. OK, ouais. Puis il y a des problèmes de démarrage et toutes sortes de choses. Mais hier, j'ai été chanceux dans ma malchance, c'est-à-dire que elle a pris ma voiture parce que la sienne va pas trop bien, mais bon, moi, je me suis dit, moi, je suis capable de le partir, son phare. Là, puis, crainte, là. À la rigueur de le survolter, puis tout ça. Half choke, 2 shots d'essence, puis tu y crains 2-3 fois, puis ça va. Sauf que, après avoir parlé avec Maître S Radio Infocité François Saint-Louis, puis il dit, OK, je m'en viens, là. Remplacé comme à pied levé. Fait que, finalement, ma blonde, ma femme, elle est partie avec mon set de clés de mon char, avec mon char, mais ses 2 clés de son char. Fait qu'elle n'a pas laissé de clés. Mais finalement, imagine-toi qu'aujourd'hui, j'ai essayé de le partir puis capote. Donc, c'est mieux que ça arrive ici, dans la cour chez moi, que chez François, au studio. Dans la ville de Marial. Ah oui, au studio de Radio Infocité à Montréal. C'est cela. Ah, c'est très radio-canadien. Écoute, donc toi, tu nous jases de quoi à soir, vite, là? Écoute, je vais réagir. J'aimerais ça parler de deux positions de notre maire ici à Saint-Jérôme. Une sur le pot et une sur le gel de taxes. Et tout. Ça, écoute, et puis je vais réagir finalement. J'ai une petite anecdote aussi, j'en ai parlé un petit peu hier, mais comme j'étais au téléphone cellulaire en plus, j'aimerais s'en reparler. C'est pour moi très, très important qu'on se mette sur le dossier de la bilinguisation de Montréal. Ça urge, hein? Puis pas juste Montréal, pas juste Montréal, non, pas juste Montréal, Laval aussi. La couronne et en particulier Laval. Là, c'est ça. Et tout ça. Il y avait un article, là, et tout ça aussi avec, surtout en raison des Bouchard-Gagnon Tremblay. But parce it is important to speak English. On va arrêter de blâmer l'immigration, me donner juste 2 minutes pour ça, là. C'est-à-dire que c'est notre faute et il faut partir en guerre contre nos colons. Nos hosties de colonisés. Là, à un moment donné, la guerre, là, faut que ça parte. Il faut qu'on arrête de dire c'est pas grave, non. Donc, nos Bouchard-Gagnon Tremblay qui veulent pas se ranger, il va falloir les battre un peu. Fait qu'il faut y aller. Là. Mesdames, messieurs, sortez vos crowbars et surtout, sortez vos mousquets. Oh oui. Non, mais c'est parce que c'est très révoltant ce que j'ai à raconter à nos auditeurs. Ceux qui m'ont pas entendu hier vont pouvoir l'entendre aujourd'hui. Ah, que j'ai hâte de t'entendre. Tu me donnes le goût, drette là. Et plus que tu me donnes le goût drette là, je vais commencer ma chronique si on veut t'entendre m'amener. Oui. Écoute, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait comme certains candidats qui quittent. Hein? On parle à François Gendron. Pour moi, c'était évident que c'était une question de temps puis qu'il allait annoncer clairement qu'il quittait la vie politique cette année. Ça fait 41 ans qu'il est député. Si je ne m'abuse, là, c'est 41 ou 42 là, dans ce bout-là. Doyen. Écoutez, ça fait un bail. Ah, c'est extraordinaire là, comme vie politique. D'ailleurs, il bat tous les records, là, en tout cas au Québec. On a aussi Claude Cousineau, que ça fait aussi, avant que la mère morte tombe malade, là, ça fait très longtemps qu'il est là. Donc, c'est bien correct qu'il tire sa révérence. C'est tout à fait honorable. Mais là, la suite de la cascade qui coule, pouf, d'un coup. La source, c'est comme si on avait ouvert le robinet, là, puis écoute... Nicole Léger. Je peux comprendre. Je pense qu'elle a été malade dernièrement. Elle a eu un cancer. Elle a combattu la maladie. Là, fait que, tu sais, je pense qu'il y a des candidats. Nicole Léger, qui était ma députée de naissance. En fait, pas de naissance, mais c'était dans mon comté. C'était à Pointe-aux-Trembles. Dame très, très sympathique. Là. On avait eu l'occasion que moi, j'avais eu l'occasion de côtoyer
lors de l'intronisation de Pierre-Carl Péladeau ici à Saint-Jérôme pour le début de sa course à la chefferie, en fait. Ouais. Ça s'était fait à l'école des studios, l'autre côté de l'autoroute 15. Nicole Léger, c'était l'élément fédérateur. Quand il pouvait y avoir de la bisbille entre des divers courants de pensée puis tout ça à l'intérieur du PQ, elle c'était celle qui s'organisait à l'intérieur pour le moral des troupes, là, pour réunir tout le monde. Elle a toujours été là, puis son père avant aussi, Marcel, qui a été longtemps député également. C'est un gros morceau là, oui, c'est un gros morceau que le Parti québécois perd avec le départ de Mme Léger, et on tient à lui tirer notre chapeau, puis à l'honorer pour ça. On a ensuite de ça Cloutier, donc, qui nous annonce qu'il s'en va. Et là, les réactions sont mitigées. Il y en a qui trouvent ça et qui trouvent ça triste, qui trouvent ça épouvantable. Il y en a d'autres, au contraire, qui disent Cloutier était un multiculturaliste, c'est pas une grosse perte. Il y a toutes sortes de réactions différentes. Moi, je pense que par-dessus tout, Alexandre Cloutier a fait un apport important au Parti québécois. Et qu'on soit d'accord ou non avec ses positions, je pense que c'est quand même une perte importante. C'est quand même un gros morceau pour le PQ. Il y a certains même qui le voyaient comme un éventuel remplaçant de Jean-François Lisée si jamais Lisée advenait arrivait à quitter après la campagne de 2018, advenant comme une catastrophe que certains attendent. Moi, je pense que je l'aurais beaucoup apprécié, Alexandre, comme député, pas comme député, mais comme un ministre de l'Éducation. S'il avait abouti à ça, à un moment donné, il me semble que ça aurait donné des bons résultats. Donc, c'est ça. Il nous annonce qu'il n'y a plus le feu sacré et qu'il quitte. Et fin d'après-midi, milieu fin d'après-midi, on a Agnès Maltais qui nous annonce, elle aussi, qu'elle claque la porte. Et en fait, elle claque pas la porte. Elle nous dit qu'elle claque pas la porte. Elle nous dit qu'elle termine son mandat, elle renouvelle pas. Et ce qu'elle a répété de façon claire et non équivoque, c'est j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour pouvoir me ressourcer. Ça fait plus de 20 ans que je donne à la vie politique. Et ça veut plus, là. Elle, on fait un post-mortem, mais elle, c'était la guerrière du Parti québécois. S'attaquer à Maltais en commission parlementaire, c'est quelque chose, ça a l'air, là. Mais le nombre quand tu parles à des libéraux, ils l'ont affronté. Oui, là, mais elle est très articulée. Elle est très articulée. Oui, mais elle est farouche. Elle montait, puis elle en a battu une coupe, là. C'était vraiment... moi, je pense que ça... Moi, honnêtement, là, à mon sens, c'est probablement la plus grande perte Agnès Maltais. Moi, c'est quelqu'un qui était fidèle à son chef tout le temps, qu'importe le chef. Oui. Puis, quand tu lui demandais de porter un dossier, elle portait comme il faut. Moi, j'avais... puis il y a son comté qui est aussi un peu comme... enclavé dans une mort de caquistes puis de libéraux. C'est ça, exactement. Donc, c'est le comté du PQ. Elle affirme qu'elle va continuer à militer même après son départ, puis elle va aider le nouveau candidat qui se présentera dans Frontenac, je crois, qui est son non, c'est pas Frontenac, non, ça c'est pas Taillon, je me souviens pas. En tout cas, c'est à Québec. Oui, c'est dans la région de Québec, là. Puis, dans sa circonscription. Puis il y en a d'autres qui réfléchissent. On nous a parlé de Marceau. Oui, entre autres, on nous a parlé de Marceau. Puis j'en ai parlé tout à l'heure avec Madulciné. Puis ça, sur quoi on s'entend, puis on s'entendait un petit peu même avant. Nous, ça ne nous étonne pas, hein, parce que dès hier, j'apprenais que Mme Léger se représentait pas. Pendant que j'étais au téléphone avec François Saint-Louis à son émission hier. Puis, on en a parlé depuis longtemps, moi et Madulciné, que ça va tellement bien au PQ que, vous savez, il y a encore ce qu'on appelle je mettrai pas ma main au feu là-dessus, là, mais quand tu sais que tu t'en vas perdre, tu sais, tu as toujours... Tu t'en vas au casse-pipe. Parce que là, il faut s'entendre. Là. Les gens ne nous prenaient pas au sérieux, mais moi, ça fait longtemps que je le sais qu'on s'en va au casse-pipe. Et là, j'ai essayé de me taire
le plus possible là-dessus pour pas casser du sucre sur le dos du PQ tout le temps. Là. Mais ça fait très, très longtemps. Et là, il se passe un phénomène. Quand des gens comme ça partent, il y en a qui c'est pour des vraies raisons. Là. Quand tu pars, c'est toujours pour une vraie raison. Qu'importe que la raison que tu dis devant les médias soit vraie ou pas, tu pars, ça vient de s'éteindre, puis ils ont le droit de partir. Par contre, il y a 2-3 phénomènes qui se conjuguent là-dedans. C'est-à-dire que quand tu sais que tu t'en vas perdre, il y a 2 façons d'aborder ça. Est-ce que c'est juste moi qui dois mener une lutte pour ma circonscription, ou bien c'est tout le parti, c'est-à-dire le navire est en train de couler? Et là, tu as les châteaux forts, selon les derniers sondages, qui sont mis à mal dans les sondages depuis longtemps, et ça ne change pas. C'est-à-dire que des comtés qui nous apparaissaient sûrs pour le PQ ne le sont plus. Mais plus que ça, hein, il y a des rumeurs qu'il y a des sondages internes qui ont été commandés qui sont littéralement désastreux c'est dévastateur. Pour le Parti québécois, où que la plupart des comtés sont complètement balayés et c'est la CAQ qui rentre. Non, en tout cas, moi, pour ma part, je ne cesse de le dire depuis longtemps, c'est une éradication totale du PQ aux prochaines élections. Et puis là, je veux pas faire l'apologie de la CAQ, du parti. Je veux rien savoir. Moi, je fais partie de ceux qui sont au PQ et qui sont carrément démoralisés puis qui attendent qu'il se passe quelque chose, qu'on ait un vrai parti nationaliste à un moment donné qui renaisse de ça. Pour moi, c'est déjà fini. On est là, hein? C'est déjà fini, mais je reviens à ça, c'est que le constat que je fais moi et que les gens autour du PQ ne font pas depuis longtemps, à un moment donné, les sondages te le disent les uns derrière les autres, il se produit un phénomène. Vous savez qu'en 2015, je crois, hein, ça fait à peu près au moins 2 ans de ça, on a aboli les primes de départ. Hein? Vous savez, il y avait toute cette frénésie. Quand des gens partaient prématurément, se faisaient élire, puis là, ils partaient tout de suite après. C'est une mesure que Bernard Drinville avait... Oui, c'est ça. Bernard Drinville avait amené tout ça. Donc, on a aboli les primes de départ hâtifs. Mais des primes de départ, ça existe toujours. Donc, je ne mettrai pas ma main au feu là-dedans pour ça. Mais bien entendu que si je parlais de conjugaison, hein, c'est-à-dire, là, tu dis, OK, mon parti va perdre, moi, je vais perdre, et alors, est-ce que je me représente? Et est-ce que ça peut jouer sur l'allocation de transition ou de départ? Autrement dit, je pense qu'il y a une allocation, puis je ne suis pas un expert là-dedans, là. Quand tu perds tes élections, hein, ta circonscription, tu n'es pas réélu, ben, tu as le droit à cette allocation de transition-là. Mais il y a sûrement des règles qui font que tu as peut-être plus si tu pars avant et tu ne fais pas les élections dans ces conditions-là. Peut-être, je dis bien juste peut-être, mais ça ne peut pas constituer la raison principale quand même. Là. Mais tout ça mis ensemble, faire en sorte que c'est sûr que je vais aller perdre. Il n'y a pas rien que le fait de la prime de départ ou de l'allocation, si vous voulez. C'est-à-dire, bon, je ne serai plus là de toute façon. Est-ce que je reste faire les derniers mois qui restent ou je donne la chance à mon parti de se refaire puis de trouver des candidatures? Oui. C'est pour se refaire. Parce qu'on est là. Je pense que ces gens-là sont à un point. Puis là, je veux pas dire que c'est de leur faute ou pas de leur faute, tout ça, mais je pense qu'ils sont à un point qu'ils savent que c'est fini. Pour moi, je pense que le sentier est très, très clair. Toi puis moi, on l'a vu venir, on en a souvent parlé. Moi, je te dis personnellement, là, moi, j'en suis à être un nationaliste qui s'en va loger à la CAQ pour essayer d'insuffler du nationalisme un peu plus sérieux à cette organisation-là. Et je sais que je ne suis pas seul dans cette démarche-là. Il y en a de plus en plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Éric? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, c'est sûr que je suis peut-être pas aussi pessimiste que vous deux par rapport au Parti québécois. On a souvent mis le Parti québécois à terre. Est-ce que ça va se produire? Moi, je pense qu'il peut se produire un paquet de choses d'ici les élections. La CAQ, on va voir vraiment son vrai visage, et quand ça va sortir, je pense que les vrais nationalistes comme nous autres, je pense pas que Christian, tu vas loger à la CAQ quand ça va... Puis en même temps, moi, je vois beaucoup de gens... Je l'essaye, gars. Non, mais je te le dis, je l'essaye parce que j'ai rien à perdre. Je comprends ta réflexion. Puis en même temps, tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer. En dedans de 6 mois, il peut se passer un paquet d'affaires. Le contexte peut complètement tourner. Puis je vois quand même des bons jeunes au Parti québécois, des jeunes qui sont motivés. Est-ce que ça va marcher pour eux autres? Je l'espère. Parce que j'en connais plusieurs, et c'est des jeunes qui se présentent et qui sont vraiment... qui logent dans la même enceinte que nous. Là. Je parle de jeunes qui sont vraiment pour la nation, puis qui sont fiers.
Fait que, en tout cas, moi, je suis un petit peu comme... Je laisse les choses aller, puis on verra. Puis je pense que ça peut être positif qu'il y ait un vent de changement au Parti québécois avec ce qui se passe. Écoute, moi, T'es sans mots. Justement, je vais faire du pouce sur ton sans mots. C'est-à-dire, écoute, moi, en temps normal, en temps régulier, je pourrais dire ça aussi. Bon, le parti, je l'ai dit un peu tout à l'heure, ils ont en profité pour se refaire. Le problème, c'est le libéralisme de ce parti-là. C'est des progressistes. Leur cruise avec QS les a carrément coulés. Puis ça, les gens tu sais que les gens feront... Quand le PQ va rentrer dans le mur, là, selon moi je le dis, là, c'est une... Écoute, c'est un 4%. Ils s'en vont vers un 4%. Là. Puis, quand ils vont rentrer dans le mur, les constats que les médias et que tout vont faire, je pense que les gens qui vont être à l'intérieur du PQ vont recommencer avec les mêmes erreurs. C'est un parti nationaliste beaucoup plus à droite. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'extrême droite puis de la droite, mais beaucoup plus à droite conservatrice. Et là, on a un parti libéral, bleu poudre. Et ça finit par faire mal. Ça finit par faire mal. Et est-ce qu'on va rebâtir avec des nationalistes qui n'existent pas dans ce parti-là et qui vont venir de l'extérieur? Je ne le croirais pas parce qu'en ce moment, ils sont à la CAQ. Pas pour la prochaine élection, en tout cas. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Oui, la CAQ peut se planter, bien entendu. C'est simple, hein? La CAQ peut se planter assez facilement en faisant une profession de foi sur le Grand Canada, tout ça, pour aller chercher les anglophones. Ça, ils peuvent se planter là-dessus. Mais je ne penserais pas que même rendu là, ça leur nuirait tellement. À la rigueur, ça aiderait le Parti libéral. Mais en ce moment, pour que le PQ se régénère, moi, je ne crois pas trop. Moi, je crois qu'avant toute chose, il faut que les nationalistes commencent par faire des genres d'états généraux. Ça va passer par des idées, toutes les grandes idées centrales pour les patriotes québécois. Puis là, il faut s'abriter derrière un parti. Ce parti-là, ça ne sera pas le Parti québécois selon les termes actuels. C'est un parti qui se mire dans le Parti démocrate américain, dans le Parti socialiste français, le défunt parti, un parti comme de gauche. C'est fini, ça. C'est ça qui est fini, plus que le PQ, je dirais même. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais moi, selon ce que j'entends en ce moment, c'est qu'il y aurait un vent de changement. Est-ce que ça va s'avérer? Je peux pas te dire, mais il y a des gens qui sont là qui me disent ça. C'est sûr que... C'est peut-être pour me rassurer, moi comme nationaliste, là. Moi, je pense c'est peut-être ça, là. Écoute, je te le souhaite, là. Puis je me le souhaite, puis je nous le souhaite. Mais moi, mon feeling, là, c'est pas ça pantoute. Mon feeling, là, c'est que oui, la vie va changer, là. Oui, la vie va changer. Elle va changer pour tous ceux qui sont sur le Titanic, là. Il y en a qui vont mourir noyés, il y en a d'autres qui vont réussir à embarquer ces chaloupes, puis qui vont se rescaper. Puis éventuellement, on va refaire quelque chose de nouveau. Combien de temps ça va se faire? Moi, je pense qu'on s'enligne là-dessus. Si le Parti québécois reste un parti politique, parce que je pense que ça prend combien de députés pour rester un parti formel? Reconnu, là. Je pense que c'est 12 au provincial aussi. 12, bon, mettons qu'ils tombent à 15, 16, 17 députés. Ben, ça va être le moment de se remettre en question. Ils vont rester un parti, un troisième parti. Tu penses qu'ils vont rentrer une quinzaine? Je sais pas. Je sais pas. C'est loin encore. On se le dit, c'est loin encore. Le contexte peut changer. Je le souhaite, je l'espère, mais... La seule chose qui va changer la donne, c'est une rumeur. Une rumeur d'un certain retour. Oui, c'est ça. Effectivement. Non, mais c'est parce que... Tu me parles de sang, toi. Oui, c'est ça. Sans le nommer. Non, Pierre-Carl Péladeau. Pierre-Carl Péladeau aussi. Donc, moi, je pense que... ça ne veut pas dire que je lui conseillerais nécessairement de le faire dans ces conditions-là. Ça ne veut pas dire que... Ben, il n'est pas trop tard, là. À ce moment-ci, il n'est pas mieux de partir sur un nouveau navire amiral, de se créer quelque chose que de... si Pierre-Carl voulait faire quelque chose d'utile, c'est prendre ce parti-là qui est à la dérive et le recentrer un petit peu. C'est-à-dire l'enlever un petit peu. Puis tu penses que ça serait suffisant? Ben écoute, c'est sûr et certain que ça empêche le PQ de couler. Mais moi je pense que gagner, ça c'est une autre chose. Moi je pense que ça empêche le PQ de couler. Moi je pense que sur les structures actuelles, je pense que sur les... Je te donner mes désidérateurs là. C'est pas mes désirs, c'est des rumeurs. Mais c'est parce que sur c'est des rumeurs qui sont appuyées sur des sources. Oui, je comprends que l'autre. Mais regarde, moi je te dis, en même temps, sur les structures actuelles du Parti québécois, c'est le parti qui mange ses chefs depuis René Lévesque. Depuis René Lévesque, on mange nos chefs, le Parti québécois.
est-ce qu'on serait pas mieux de fonder un nouveau parti, mais sous une assise plus conventionnelle? C'est sûr que, regarde, de prime abord, oui, tu vas me dire, c'est le parti le plus démocratique et le plus ouvert. T'as absolument raison. Ce qui fait que le Parti québécois, quand on dit le Parti québécois mange ses chefs, c'est pas en raison de la nature de ses militants, de ses congressistes, etc. C'est en raison de la nature des statuts. Les statuts le permettent. Ces statuts-là, dans le Parti libéral, ça n'existe pas. Ces statuts-là de parti qui permettent une super démocratie de fou comme ça, dans la CAQ, c'est niet zéro. Si tu veux te présenter à la CAQ, il faut que tu ailles voir le chef, puis il faut qu'il dise « OK, c'est toi », puis tu vas l'être! Exactement. C'est pas compliqué. C'est comme ça chez les libéraux, c'est comme ça à la CAQ. Puis honnêtement... C'est ça que j'essaie de dire à des gens qui me répondent souvent dans les premiers temps d'une argumentation là-dessus. Ils me disent « Ouais, mais Claude, là, tu veux quoi, un parti autoritaire? » Bon, mais c'est déjà ce que font les autres partis. Et mon problème, c'est quand on parle que le Parti québécois mange ses chefs, on voit très bien que structurellement, ça crée aussi ce qu'on appelle un effet de vide. J'explique. Fais ça vite, Claude, parce que moi, il faut que... J'ai trois sujets que je veux parler absolument. Je vais quand même terminer ça. T'es au PQ, t'es élu, tu éloignes tous ceux qui ont du potentiel autour de toi parce que tu veux pas te faire manger à l'investiture. Parce que là, j'ai eu des plaintes, là. Moi, j'ai eu des plaintes, j'ai des auditeurs qui m'ont dit, là, Derry, là, tu nous mets des sujets, tu mets ça dans la liste, dans la publicité, puis tu nous en parles même pas. Ben oui. Tu nous en parles même pas. Fait que je vais vous en parler, mais je vais vous le faire en bref. Je vais vous le faire en bref pour pouvoir en parler, au moins dire que j'en ai parlé. Fait que je vais vous parler, je voulais faire un petit retour rapide sur l'histoire qui a eu lieu à Toronto avec la soi-disant attaque d'un badaud qui serait arrivé avec des ciseaux et qui s'en serait pris à une jeune musulmane du nom de Kaola Noman. T'es pas sérieux? Oui. Et écoute, naturellement, tous les politiciens multiculturalistes canadiens se sont dépêchés à faire des actes, à faire des déclarations pour condamner ce geste haineux à l'endroit de la jeune musulmane et dire à quel point cet acte d'islamophobie était comme inacceptable dans une société libre, démocratique et multiculturaliste. Et là, la police qui fait... dans les vraies affaires. Et la police... Quand on tombe dans la réalité, là... Ouais. Alors, tous les journalistes canadiens se sont empressés... Oui, tu vois. Effectivement, tous les journalistes se sont empressés donc de reprendre cette nouvelle et de dire à quel point il y avait des Canadiens intolérants et racistes et qu'il fallait absolument dénoncer cette situation. Kathleen Wynne, donc première ministre de l'Ontario, fait une sortie pour dire que le voile est un vêtement fondamental pour l'islam et que de tels actes sont inacceptables. Le premier ministre, Justin Trudeau, fait une déclaration du même acabit et même chose aussi, je crois, pour le maire de la municipalité qui fait une sortie. Il y a quelques jours qui passent et l'enquête des policiers progresse et on se rend compte assez rapidement que c'est pas vrai. C'est de la bullshit. C'est de la bullshit. C'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Et là, on reprend la nouvelle pour dire que c'est de la bullshit, mais il n'y a aucun journaliste qui s'excuse d'avoir publié ça ad nauseam. Il n'y a aucun politicien multiculturaliste qui vient faire de sortie pour dire, écoutez, on a parlé un petit peu trop vite, on aurait dû faire ma gueule. La prochaine fois, on va se retenir, on va attendre que le travail policier soit fait ou de vérifier, ou on va vérifier nos sources, tu sais. Il n'y a pas personne. Puis, petite nouvelle, les journalistes, là, c'est une joke, ça? Non, c'est une joke. Okay. Hey, écoute, là. Là, je me suis ostiné sur les internets, sur les réseaux sociaux, entre autres, parce que moi, je disais, un journaliste a le devoir de vérifier ses sources et de multiplier ses sources. Il est payé pour ça. Et là, j'ai un interlocuteur qui me répond « Bon, mais c'est pas nécessaire, là, tu vérifies. » Il check avec les policiers, puis si les policiers disent que c'est ça, c'est ça. Je m'excuse. Non. Le devoir d'un journaliste, c'est d'aller
essayer, premièrement, d'aller chercher la source primaire. Enquêter. Oui, d'enquêter, de faire un travail d'enquête le plus large possible pour aller chercher, aller glaner le plus d'informations. Moi, j'ai une question. Ce qui n'est plus fait. Comment toi, tu réagirais si, par exemple, à chaque fois, parce que là, c'est un fait divers. Oui. Mais par exemple, surtout les dossiers qui relèvent du progressisme sociétal, là, puis après ça, tu vois tout de suite un premier ministre se prononcer. Par exemple, Couillard qui se prononçait encore dernièrement sur le « et maintenant ». Il n'a pas eu le temps d'avoir un compte rendu là-dessus. Il ne sait pas trop c'est qui. On va vous appuyer. Donc, qu'est-ce que tu dirais? C'est aussi répréhensible de la part d'un politicien de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais si un politicien, là, par exemple, dirait « j'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi ». Qu'est-ce que tu dirais? En tout cas, moi, je vote pour. Non, mais les gens voteraient pour. Au-delà, juste de dire, au moins d'y aller avec prudence, puis d'attendre au moins qu'il y ait une enquête. Non, mais tu sais que quelque dans chose un scrum, un journaliste peut te poser une question sur un fait là, qui est chaud, là. OK? Oh, tu regardes, mais moi, ce que j'aimerais, c'est un genre de Maurice Duplessis qui le regarderait, là, peut-être même avec un petit verre dans le nez, puis qui dirait « T'as-tu fini avec tes hosties-niaiseries, toi? » Puis il passerait à l'autre. C'est ça que j'ai hâte de voir. Ce serait jouissif. Ça serait tellement... Moi, celui qui est le prochain politicien qui agit comme ça, puis qui a un certain bagou, là, c'est sûr que je vote pour lui. Même je pense qu'il peut être fédéraliste, je pense que je vote pour lui. Je te le jure. Mais tu dis, hey, t'es fait d'hiver, tu peux dérouler serré. C'est ça. mais ce mal-là, actuel, là, qui décrit pas mal l'époque dans laquelle on est, on parle de fake news, on parle de fausses nouvelles et tout ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Je suis un peu jeune, moi, pour voir ça, mais je veux dire, si on reculait les années 80, les années 60, même 70-80, est-ce que c'est... Oui, mais est-ce que c'est... Le manque de rigueur, c'est-tu typique de notre époque actuelle? Non, il y en a toujours 20 ans, ça a toujours été comme ça? Il y en a toujours eu, sauf que l'information voyage beaucoup plus vite. Tout de suite, tout le monde veut faire la nouvelle, veut en participer. Puis souvent, comment ça fonctionne? On l'a vu, là, je vais en parler tout à l'heure, on l'a vu. Comment ça fonctionnait avec le dossier du pot, la sortie du maire? C'est un journaliste de Radio-Canada qui sort la nouvelle, puis là, ça s'enflamme. Ça part. Là, ça part. Oui, mais c'est parce que pour bien du monde, regarde. Il y en a qui on vérifie pas, parce que si le premier, il a tourné coin rond. Puis pour bien du monde, combien de fois qu'on a vu une nouvelle de Radio-Canada que c'était, non seulement c'était le même titre, mais c'était la même image quand il y avait les présidentielles. François Ménard au micro. De CNN. Excusez, je suis en train d'empiéter sur toi en plus. Non, mais je fais juste cette remarque-là, comment est-ce que Radio-Canada faisait un copier-coller de certaines nouvelles. C'était hallucinant, puis tout le monde prend ça comme si c'était une bénédiction. C'est CNN. Il faut comprendre que, en tout cas sur les politiques qui touchent à Trump, c'est CNN. Les avocats britanniques enjoignent de respecter la charia. Donc, ça n'a aucun de bon, excusez. Je m'en allais dire un gros mot. J'étudie hostie. Bon, donc, oups, je l'ai encore dit. C'est ton patrimoine religieux. Ton matrimoine. Oui, mon matrimoine. Alors, imaginez-vous donc qu'il y a la Law Society, qui est l'équivalent du barreau du Québec, donc dans la région londonienne, qui vient de créer une vive controverse. Donc, elle est venue dire qu'en matière testamentaire et dans d'autres matières, il devait y avoir un respect de la charia pour... donc, les avocats devaient s'efforcer d'accommoder les musulmans. Et on s'entend ici qu'on ne parle pas de monsieur, madame qui fait le ramadan une fois de temps en temps. Là. On parle de gens qui sont des intégristes religieux. Là, OK? Donc, juste vous rappeler que l'organisme de représentation des juristes explique à ses membres, donc aux avocats, que selon la charia, la femme n'est pas l'égale de l'homme dans l'héritage. Les mécréants, devinez c'est qui ça, ou héritiers mariés en dehors de la foi musulmane peuvent en être exclus, ainsi que les enfants illégitimes. Donc, issus d'une relation où il n'y a pas eu mariage. Selon la charia, une femme a droit à la moitié des parts prévues par un homme, et selon la Law Society de Nicolas Flock, si on enlève le L, ça donne quelque chose quand même assez tout à fait cocasse, Monsieur Flock. Donc, il s'agit de promouvoir de bonnes pratiques dans la reconnaissance de principes de l'islam dans le cadre du système légal britannique. What the flock? What the flock? Alors, j'ai hâte de voir ces pratiques-là, la charia, nous supposons, parce que nous sommes au Canada. J'ai hâte de voir toutes ces pratiques-là se frotter au Code Napoléon. Oui, mais là, mais d'après moi, on va voir ça en premier en Ontario. Et par la suite, une tentative d'application au Québec. D'après moi, c'est ce qui s'en vient. Dernière nouvelle que je vais vous parler rapidement. Oprah Winfrey en 2020, ou la loi du moindre effort. C'est un excellent article que j'ai lu dans Le Devoir. Et écoutez, c'est une blague.
C'est une blague. Écoutez, Oprah, Golden Globes, fait un discours. Hein, je pense que tout le monde en a entendu parler là, la semaine dernière. Lors de son discours, un discours qui est venu en chercher plusieurs, que beaucoup ont trouvé inspirant. Moi, je veux juste vous rappeler, là, allez sur Google, ouvrez Google, tapez Oprah, espace, Weinstein, W-E-I-N-S-T-E-I-N, et cliquez sur l'onglet Images. OK? Donc, faites ça pour le fun. Tapez Oprah, espace, Winfrey, ou Weinstein, OK? Là, vous allez vous dire, tiens donc, les médias québécois aimeraient voir l'entreteneuse de Weinstein devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Écoutez, vous allez littéralement tomber sur une flopée de photographies où on voit Oprah bras dessous, en train d'embrasser Weinstein. Et plus que ça, ce qui circule, c'est que Oprah aurait littéralement comme donné en pâture de nombreuses jeunes actrices à Weinstein. Alors, est-ce que vous, être un Américain, là, vous voudriez vraiment avoir ça comme présidente des États-Unis? Ça, c'est de 1. De 2, c'est une deux-faces qui te fait un discours puis qui bitch Weinstein, alors que dans les faits, elle a servi littéralement de pim à Weinstein. C'est ça. Et 3, moi j'ai un gros what the flock envers nos médias québécois. J'en ai vraiment ma claque parce que de quoi on smile. Moi je regardais TVA, je regardais Radio-Canada, je regardais tous les médias principaux, ok, les mainstream médias là. Et faire l'apologie d'Oprah Winfrey et dire il faut absolument que ce soit la candidate en 2020. De quoi? C'est même pas notre pays. En plus. C'est pas notre pays. C'est le pays voisin. Et si c'était mon pays, je vais le réitérer encore, supposons là, qu'on a le choix entre Donald Trump et Oprah Winfrey, je vais vous dire que le choix de Donald Trump est 0 pour elle. Donc là, et c'est ça le ridicule de la situation. On est amené, nous les gens intelligents, à être obligés souvent de prendre la défense de ce gros bouffon-là parce que ça reste un gros bouffon. Ah oui, okay? Absolument. Puis ça, là, cette gauche-là, je l'appelle la gauche, mais attention, hein, ce genre de progressistes, les démocrates, le PQ ici, le Parti libéral, Québec solidaire, ces gens-là, nos médias, donc, ce sont des gens qui sont naïfs c'est incroyable la naïveté qu'on a. C'est incroyable par rapport à ça. On ne fera pas de pause ce soir. On va plutôt immédiatement passer au thème avec Éric. François, si tu peux nous bisouner ça et nous partager ça tout de suite. Alors, on est prêt? Ah oui, on y va. Ça n'a même pas de bon sens. Ça n'a même pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens? Salut, beauté. Salut, ça va? Ben oui. Ben oui. Écoute, je suis content de voir tes boucles resplendissantes. Mes boucles un peu plus, mais il m'appelle boucle d'or. Touche pas à mon taxi, toi. Et Monsieur Dubé, mes hommages. Donc, écoute, Éric, tu nous parlais de petites brèves que tu voulais nous faire. Oui. Ben, alors, lâche-toi lousse. Oui, je vais me lâcher lousse. J'en ai pas pour longtemps. J'ai eu 2 petites brèves là, dernièrement parce que je voulais revenir. J'ai fait une chronique là, sur le vaccin contre la grippe avant les fêtes. Oui. Peut-être quelques semaines avant les fêtes. Et puis, je voulais juste... Je trouvais ça drôle parce que Theresa Tam, qui est l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, elle a dit que, comme je le prédisais, c'est que le vaccin contre la grippe ne sera pas trop efficace. Non, on a dit 5%, je pense. Oh, je sais même pas. Moi, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. J'ai dit bon. Mais là, elle... D'ailleurs, je t'ai envoyé un message via ta conjointe. Ben, j'ai envoyé la nouvelle en disant, je pense qu'Éric va être content. Elle me l'a pas envoyé. Ah non, tu l'as pas donné? Elle me l'a pas acheminé, mais c'est pas grave. Mais je trouvais ça juste drôle parce que là, il y avait toutes sortes de bonnes raisons de dire que là, il fallait
régler le problème en ajoutant peut-être un autre vaccin qui serait quadrivalent. Quand on parle de vaccins trivalents, quadrivalents, c'est que le valent, c'est la souche. Fait que là, le vaccin qui a été utilisé, c'est un vaccin trivalent. Et il y avait une des souches qui était pas couverte par ce vaccin-là. Et là, elle a dit, ben là, il faudrait aller vers le quadrivalent qui couvre la souche qui a attaqué tous les gens de la population, et c'est pour ça qu'il y a eu une recrudescence dans les urgences cet automne et avant les fêtes aussi. Et c'est ça, parce que le virus a muté, comme j'ai dit, les virus se mutent, et on fabrique des vaccins, mais la mutation génétique se fait, et il y a toujours une reprise de recréer un autre vaccin, et ça fait rouler l'industrie. Mais là, tu parlais pas pour cette année, là. Pour cette année, oui. Non, elle parle pour l'année prochaine. OK, c'est ça. Oui, parce que là, il est trop tard. Oui, c'est ça, il est comme trop tard, parce que là, elle dit, ben là, on va le savoir un petit peu plus tard, ça a été efficace, puis là, on s'imagine avec quelle formule ils peuvent vérifier si c'est vraiment efficace, parce que, tu sais, quand on vaccine en grande masse, là, tu peux pas nécessairement vérifier... je sais pas comment ils font ça, mais moi, pourtant, j'ai réfléchi à toutes sortes de façons. Puis la lenteur aussi pour développer ces vaccins-là, ils sont toujours comme un petit peu en arrière. Toujours un petit peu en arrière, comme j'avais expliqué à ma chronique avant les fêtes. Et ben c'est ça, c'était juste pour dire que j'avais un petit peu prédit ça. Là, ben, je n'ai pas prédit ça, mais c'était facile. C'est ça, c'était un petit peu facile, parce que quand tu suis ça un petit peu, puis tu t'informes, puis tu te questionnes et tu réfléchis, tu te dis, bon, ben là, encore là, c'est l'État qui promouvoit la vaccination avec les taxes des gens. Les pharmaceutiques n'ont même pas besoin de payer de vendeurs et de publicité à la télévision. L'État le fait pour eux. C'était juste pour cette partie-là. Et j'avais une petite brève qui va m'amener à ma chronique de ce soir. J'ai lu dernièrement que il y avait des grands actionnaires d'Apple qui demandaient à Apple qui ont écrit une lettre à la direction du géant technologique afin de l'inciter à prendre des mesures pour aider les parents à contrôler et à limiter l'utilisation du iPhone pour leurs enfants. OK, dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en France, on va interdire le cellulaire à l'école, là, à partir en bas de l'âge de 15 ans. Ça va être, je pense qu'Emmanuel Macron en a parlé dernièrement. Ça va se faire. C'est une façon de contrer les fausses nouvelles. Peut-être. Mais bref, eux, OK, les deux grands actionnaires, c'est Jana Partner LLC et le gestionnaire de la caisse de retraite des enseignants de la Californie. À tous deux, ils ont 2 milliards d'investis dans Apple. Les autres, ils demandent à Apple de faire de la prévention concernant cette problématique-là au niveau de ça, pour limiter l'utilisation du iPhone chez les enfants, parce que c'est problématique au niveau de la santé publique et ça interpelle beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs et de scientifiques et de citoyens qui se préoccupent de cette problématique-là dans les écoles. Il y a eu un bon texte de Joseph Facal qui lui... Si c'était juste de... Je sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. Non, c'est quand même bien. Vous pouvez aller lire ça. Là. Je me rappelle plus du titre. Là. Il dit quoi que... en fait, il dit qu'il faudrait interdire parce que ça au niveau de la concentration, c'est les jeunes pitonnent dans la classe. Lui, ce qu'il fait dans ses cours, parce que je pense qu'il donne des cours à l'université, lui, il empêche carrément les étudiants d'utiliser ça. S'ils utilisent, je pense qu'il sort de la classe. Donc, fait que c'est carrément ça. Il fait très bien. Il est très drastique. Fait que, non, c'est ça. Moi, c'est plus pour une question de santé. Bref, c'est ça. Et ça m'amène à mon sujet de chronique de ce soir, qui m'a été inspiré, dans le fond, que j'ai eu l'idée juste avant les fêtes, le 13 décembre, il y a eu une annonce, parce que là, on sait que le gouvernement Couillard annonce beaucoup de petits bonbons, parce que les élections s'en viennent, et là, on nous promet toutes sortes de grandes choses. Des rénovations, là, tu vas me parler? Des rénovations à Montréal, là, dernièrement, là, on va rénover les écoles à Montréal, hein? Je sais pas pourquoi, hein? On sait pas pourquoi ils vont rénover les écoles à Montréal. C'est des ruines, c'est complètement délabré.
vrai, ça n'a aucun bon sens. Et là, ils vont jouer les bons gentils, est-ce qu'il beau gentil gouvernement. Est-ce qu'il a expliqué à la population c'était quoi le budget, le Mao en même temps? Ça serait une bonne idée. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que les budgets sont faits de façon à ce que tu puisses utiliser. C'est des enveloppes précises. Fait que tu sais, des fois, tu sais qu'à un moment donné, quand il avait investi de l'argent, il avait dit on va investir, je me souviens plus c'était combien à ce moment-là là, pour les smartboards, mais puis il présentait ça, je pense que c'était Charest qui avait fait ça. Oui, puis il avait présenté ça en disant que c'est du nouvel argent, mais dans les faits, c'était pas du nouvel argent, c'était de l'argent qu'il enlevait à des services, mais qui attribuait seulement pour les smartboards. Fait que, il changeait les immobilisations. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, pendant que tu mets les smartboards, tout le monde applaudit. Oh ouais, c'est beau, bravo. Ben oui, mais tu viens d'enlever des services. Puis là, nous autres, on est en train d'applaudir, bande de caves. Tu viens de donner de l'argent à ton chum. Exactement. Ben oui, parce que. De toute façon. Oui, mais à ce moment-là, le scandale avec les smartboards n'était pas éclaté. Mais là, je ne veux pas dire que c'est un scandale nécessairement, mais tout. En tout cas, selon la présidente de la commission scolaire de Montréal, elle disait que c'était positif. C'est sûr qu'elle ne peut pas se mettre dans le gouvernement à dos, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est ça, parce qu'on l'a entendu dire que, écoute, je dis ça, c'est toute réserve parce que je l'ai entendu, mais qui disait qu'il était, présentement, il y en avait de l'argent puis qu'il n'était même pas capable de la dépenser pour des raisons d'enveloppe, d'après ce que j'avais compris. Aussi. François, on t'entend ta chronique qui éthique quand? Non, moi, je fais juste que ça revient ça en 2018. Mais pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, moi, je fais le lien avec ce qui a été annoncé, les 1,5 milliards qui ont été annoncés dans le dévoilement d'une stratégie numérique. C'est peut-être qu'il y a un certain montant d'argent qu'ils calculent dans le montant qu'ils vont rénover là-bas pour passer des fils, pour rentrer le Wi-Fi, puis rentrer la haute technologie, l'industrie de la haute technologie, parce que c'est ça. Avant les fêtes, on a présenté le plan stratégique en fait, c'est le dévoilement de la stratégie numérique du gouvernement Couillard, et on parle d'un montant de 1,5 milliard qui est investi sur 5 ans. Mais là, c'est sûr qu'il faut qu'il soit réélu pour que tous les fonds soient... Puis moi, ce que je me tue à répéter toujours, c'est qu'il ne faut jamais oublier quelque chose. Les gouvernements libéraux des 13 dernières années ont successivement coupé près de 3 milliards de dollars. Fait que quand même bien que tu réinjectes 1,5 milliard. Là. Exact. Fait que tu as un 750 millions pour la rénovation des bâtiments, puis un 800 millions. Moi, je parle de la stratégie numérique. Mais comme je te dis, le 750 millions, je pense, pour les rénovations à Montréal puis dans les environs, il y a peut-être de l'argent qui est calculé du 1,5 milliard. Mais attention, là, dans ce 750 millions-là, il y avait déjà, je pense, à peu près 710 millions. En tout cas, on me corrigera, là, mais je pense qu'il devait au moins avoir 700 quelques millions déjà immobilisés. C'est-à-dire que là, le truc politique, c'est que tu rajoutes une petite tranche. Ce sera plus 710. Là, c'est rendu, mettons, 750. Puis là, tu vois Couillard dit, c'est de l'argent neuf. C'est 40 millions d'argent neuf. Et ce que font... disons que c'est à vérifier, en tout cas. Ce qu'on a félicité là-dedans du côté de la présidente de la commission scolaire, c'est qu'eux autres, ils veulent pouvoir avoir l'argent pour faire les constructions. Et là, certains fonctionnaires ont dit, oui, mais c'est parce que vous n'avez pas vos plans d'architecte, vous n'avez rien. Non. Donc, présentez-les exact. Avant. C'est ça. Puis, tu sais, c'est justement sur cette question-là, on parlait, puis on parlait de ça tantôt, du journalisme puis de la rigueur journalistique. Comment ça se fait que t'as pas... Tu sais, avant, il me semble que tu avais ça, des journalistes qui étaient spécialisés justement dans le domaine de l'éducation, puis qui enquêtaient, qui allaient vérifier, puis qui allaient poser les bonnes questions. Qui critiquaient un peu aussi, parce que là, on n'a plus ça. On n'a plus ça au Québec. Parce que c'est ça, parce qu'on fait juste que d'annoncer cet argent-là. Et là, de l'autre bord, tu as des journalistes qui, eux autres, vont au contraire clamer qu'il y a une grande rigueur journalistique. Que du journalisme d'enquête, c'est une bande de pleutres. C'est carrément une bande de pleutres qui font mal leur travail et qui se pognent le cul. C'est une infime minorité de journalistes à l'heure actuelle qui font bien leur travail. Il y en a! Mais il y en a pas, il y en a peu, il y en a guère. Et je reviens à ma chronique, s'il vous plaît. Oui, on te laisse toute la place. Écoutez, le plan qui a été concocté par la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, après des consultations citoyennes, elle a consulté tous les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ben, moi, je pense qu'elle a consulté pas mal plus l'industrie, parce que, écoutez bien ça, moi, je fais une analyse, comment je pourrais dire, j'ai la prétention de dire que je crois pas tout ce qui se dit là. Puis, je pense que si j'étais payé comme un journaliste, là, je pense que je serais pas pire pour être capable d'aller faire de la recherche, d'aller questionner les gens
Puis il y a pas mal de gens à Radio Infocité, je pense, qui seraient capables de faire ça aussi. Puis qui le font bénévolement. C'est ça, imagine si c'était notre travail à temps plein. Ben c'est ça, eux autres sont payés pour le faire, puis ils le font pas. Moi, quand j'entends la ministre Sanglade qui dit qui a sûrement été très briefé là, pour le communiqué de presse, qui se sont étalés sur des mois, en tout cas, là, les consultations citoyennes qui se sont étalées sur des mois selon elle. La stratégie vise à faire du Québec un leader en matière numérique et améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Comme si avoir des mégabits en plus, du Wi-Fi partout, des radiofréquences un peu partout, ça allait régler tous les problèmes. Ça va faire une société moins névrosée. Moins névrosée et qui va se parler plus parce qu'on sait qu'on est dans l'ère de la communication, supposément. Là. Non, mais moi, je pense on s'entend-tu que même sur le plan des connaissances, là, même sur le plan de la rigueur intellectuelle, là, sur le plan d'éducation, on s'entend-tu que c'est pas... OK, oui, c'est des outils, mais ça reste des outils. C'est des outils qui peuvent être utilisés, mais c'est pas essentiel. Moi, je suis pas contre ça. Là. C'est juste... Puis là, j'amène l'analyse un petit peu plus loin. Vous allez voir. Là, on parle de 100% des citoyens qui allaient avoir au débit, même en région. Mais là, moi, je vois ça. Là. Quand je lis ça, là, je lis tout l'article. Là. Puis là, je vois... Là, on va s'incruster dans la santé parce que là, on va installer des systèmes pour que les gens aient plus accès, supposément, à leur dossier au niveau de la santé, la Régie de l'assurance maladie du Québec, au niveau de la culture, parce que ça, c'est incroyable avec ce qui se passe avec Netflix, avec le fédéral. On sait que c'est toute l'industrie, la Silicon Valley, qui est en arrière de ça. Et là, pour étayer mes dires, j'écoute 24-60 le même soir après, et là, Anne-Marie Dussault qui reçoit un certain pour monsieur... Pour étayer tes dires, Anne-Marie Dussault. Oui, okay. Attends une minute, regarde ça. Pour aller dans le même sens que qu'est-ce que je dis. La même journée, Anne-Marie Dussault, elle reçoit Sylvain Carl, qui est un ancien, qui fait partie de Real Venture. Real Venture, c'est comment je pourrais dire, c'est une compagnie, c'est une association qui font des startups. OK? Les autres, ils parlent des petites compagnies qui, comme un peu, d'après moi, c'est tous des gens qui sont dans l'industrie du numérique, OK? Et ce gars-là a travaillé chez Twitter, fait qu'il connaît très bien toute cette industrie-là et il fait partie du conseil que le gouvernement a créé, là, le conseil, je vais juste trouver le nom exact, là. J'ai pas le nom exact là, il y a ils ont créé comme un genre de consultatif, un comité là, les grands experts là, pour tout mettre en branle cette stratégie numérique là. Et ce monsieur là qui vient de l'industrie du numérique, des hautes technologies, qui a travaillé chez Twitter, il connaît toute cette gang là. Et moi j'ai fait un petit peu de recherche, je suis allé sur le site internet de Real Venture. Et le pedigree de beaucoup de gens qui sont là, c'est tous des gens qui ont travaillé pour la Silicon Valley. Quand je dis que cette industrie-là n'en a rien à foutre eux autres, ils se servent carrément de la structure de l'État et de l'argent de l'État pour se rendre à leur clientèle. Exactement comme les minières, OK? Le gouvernement fait les routes pour les minières. C'est le gouvernement qui paye ça. Et les minières vont extraire la ressource. Eux autres, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va payer, c'est qu'on va payer les réseaux pour que les grandes compagnies aient accès à ces consommateurs-là. En plus, on leur demande pas de payer de taxes. On leur demande pas de payer de taxes. Et là, eux autres, ils sont à la recherche. C'est des geeks, là. C'est des malades, OK? J'ai vu un reportage en fin de semaine. J'avais enregistré ça au grand reportage parce qu'encore là, des fois, à Radio-Canada, il y a des bons reportages. Là. Allez voir ça. Faut vraiment aller voir ça. C'est la course à l'intelligence artificielle, OK? Ça a passé au grand reportage. Ces gens-là, là, quand ils écoutent parler, là, la Silicon Valley, Elon Musk de Tesla, là, c'est toute une gang de fous. Là. Moi, personnellement, là, le cerveau humain, là, c'est comme si c'était une tare. C'est comme si l'humain, là, le cerveau humain, il n'est pas assez puissant. Fait que ça prend une merde. C'est ça, c'est une merde. Ouais. Ça prend de l'intelligence artificielle. On va remplacer les humains par des robots. Là. On s'en va vers une fusion homme-machine. Exactement. C'est ça qu'ils veulent. Dans 50-60. Oui, parce que sinon, c'est la disparition de l'humanité.
Puis ça, c'est une discussion que j'ai commencé à avoir avec Bénard. Ouais. Parce que là, Bénard, lui, me dit Éthique et culture. mais t'as pas idée, là. Éthique et culture. Oh, mais non, mais écoute, là, ça... Non, mais c'est une question d'éthique, ça. Oui, tout à fait. C'est tout à fait une question d'éthique, là. Tout à fait, puis écoute, c'est une discussion, on devrait faire juste une chronique juste avec ça. Oui. Mais c'est ça, et quand tu les écoutes parler, mais c'est vraiment, là, eux, là, c'est comme, c'est l'humain. Ben non, mais là, c'est parce que le cerveau humain, là, il fait ben trop d'erreurs. Ça prend une intelligence qui fait pas d'erreur. Et c'est pour ça, pour nous vendre les hosties de patentes, pour nous vendre les hosties de patentes, là, ils vont mettre intelligent après tous les hosties de produits qu'ils vendent. Mais c'est ce que je disais. Ça qu'ils font. Les compteurs intelligents, les téléphones intelligents, parce que si t'en as pas, t'es pas intelligent. Moi, j'en ai pas, je suis pas intelligent. Tu sais, je suis pas capable de réfléchir. C'est ça que ça veut dire. Mais on t'a dit depuis longtemps, Eric. Je trouve ça vraiment plat. Moi, je vous aime pareil, les gars. Je trouve ça vraiment dommage que tu te limites autant. mais juste un petit exemple, Renaud, que j'avais donné à Christian quand on a vu ce débat-là. Une minute. Ah, c'est bon. vas-y. Ben, c'était juste pour faire du chemin avec ce que tu viens de dire, parce que ça concernait le débat qu'on avait eu avec Christian. On parlait de ça, l'intelligence artificielle, tout ça. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est dans les avions. Il y a les avions présentement sont capables de décoller tout seul, sont capables d'atterrir tout seul. Ils ont juste l'ordinateur capable de fonctionner. Mais ils payent encore des pilotes dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une place à l'interprétation. Puis il n'y a rien qui va remplacer le cerveau humain à 100%. Écoute, tu pourras pas. Les voitures qui vont marcher tout seul, OK, est capable de le faire, mais avec une tempête de verglas sur le radar. OK, François, merci. François, on attend ta chronique la semaine prochaine. OK, vas-y. Hey, ben, moi, j'aimerais ça terminer. Merci pour m'avoir écouté. Et j'aimerais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est une belle discussion. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, mais moi, ça m'a fait plaisir de t'écouter. Très bien. J'aimerais ça juste dire que la semaine prochaine, ça va être la première entrevue vraiment avec un invité. Il va être en direct avec nous. On va l'appeler chez lui. C'est José Lévesque. J'ai parlé déjà des complications ou des répercussions des radiofréquences, de l'électrosmog qu'il peut avoir sur des personnes. Et José Lévesque, c'est le mieux placé pour expliquer ça. Et j'ai vraiment hâte de lui poser plein de questions et vous allez pouvoir vous aussi poser des questions. Donc, mesdames et messieurs, soyez des nôtres mardi prochain, le 23 janvier, puisque nous aurons cette entrevue exclusive, Éric Dubé et monsieur José Lévesque qui souffre d'électrosensibilité. Oh, OK. Donc, qui est hyper électrosensible. OK, d'accord. Ah, que tu nous avais parlé, oui. Ouais, alors, on y va avec une courte pause et on vous revient avec notre chronique sport et Robert Siroir. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radio-infocité.com. J'adore ce thème musical. Et pour commencer l'année du bon pied, on a avec nous notre chroniqueur sportif, notre star de hockey, j'ai nommé Monsieur Sirois. Hey Bob, salut, comment ça va? Oui, ça va très bien, comment allez-vous, messieurs, en pleine forme pour l'année 2018, qui risque d'avoir plein de rebondissements cette année, avec les élections qui s'en viennent, avec
avec les Jeux olympiques, avec plein de choses. Salut, Bob. Salut, mon Bob, tu as absolument raison. Ça va être le fun de regarder le Canada. Écoute, tu vas nous arriver à soir avec un sujet vraiment intéressant. C'est ta quête du Graal, c'est l'espèce de tâche que tu t'es donnée, donc d'avoir des équipes québécoises dans différentes disciplines sportives, naturellement au niveau du hockey pour des raisons qui sont évidentes. Et là, tu veux nous parler donc du président de la Fédération internationale de hockey sur glace qui serait disposé à voir une équipe québécoise être créée. En plein ça, écoutez, c'est pas dit plusieurs choses pendant la période des fêtes. Premièrement, c'était l'habituel championnat du monde de hockey junior là, qui avait lieu à Buffalo. Et puis, Jean-Charles Lajoie du 101.9 FM, l'émission de la grosse station sportive. Ouais, 91.9, je crois. 91.9, excuse-moi. Et puis, a interrogé René Fassel. René Fassel, c'est le président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Puis, il a posé la question. Pour une fois qu'un journaliste québécois, qu'un chroniqueur, ose poser des vraies questions sur le foot, il a demandé qu'est-ce qu'il penserait, est-ce qu'il serait d'accord avec que le Québec, en étant la nation fondatrice du hockey, parce qu'on est les fondateurs du hockey, comme l'Écosse, ont fondé le soccer, ou ont été le premier pays. Si le Québec pourrait un jour participer au championnat du monde de hockey junior. Et savez-vous, sa réponse a été très positive. Il a dit que pour lui, il ne verrait aucun problème à ce que le Québec adhère à la Fédération internationale pour sa participation comme nation dans les championnats du monde de hockey junior. Et ça, c'est excellent, Bob. Ça. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Bon, maintenant, c'est quoi la marche à suivre? Moi, je sais que ma gang, mes chums, à Fondation Équipe Québec, ont fait des pieds et des mains. Ça a débuté avec moi il y a 4-5 ans, puis les gars continuent le travail, même si je suis un petit peu de côté, mais on se parle régulièrement. Eux ont fait leur ouvrage. Ils ont rencontré le président de la Fédération de hockey sur glace de la Suède. Ils ont fait du lobbyisme. De la Slovaquie, des États-Unis et de la Russie. Depuis ça, ils ont fait ça depuis 2 ans, lors des championnats du monde. Ils ont même été au consulat russe pour avoir le contact du président de la Fédération de hockey sur glace. Et ça fonctionne bien parce que tous ces gens-là, finalement, sont d'accord avec ça. Parce qu'il y a besoin quand même de l'appui des fédérations des autres de hockey, des autres fédérations pour pouvoir, parce que ça passe au vote, c'est pas le président qui décide. Ils ont besoin de 60% d'appui. Il y a 80 quelques pays qui sont membres de la Fédération internationale de hockey sur glace. Mais du moment que les gros pays, les gros joueurs sont d'accord, les autres suivent le trafic. On sait déjà que la France serait d'accord, puis la Slovaquie serait d'accord. Ça ne sera même pas un problème de passer sur le vote. Donc, ce que tu es en train de dire, Bob, ce que tu es en train de dire, c'est que la constitution de la Fédération de hockey sur glace, c'est les membres qui décident et le président, lui, n'a rien à dire. Là. Ben, le président, c'est pas lui qui décide. Le président apporte à la table des propositions. Et puis, le Québec devrait... La marche à suivre est simple. C'est le Québec se doit, Hockey Québec, puis là, on parle même pas des gouvernements. Les gouvernements n'ont rien à faire là. La Fédération québécoise de hockey sur glace, Hockey Québec, devrait s'asseoir avec Hockey Canada et négocier une entente pour libérer le Québec, pour permettre au Québec de participer dans des championnats du monde de hockey. Alors, déjà, le Hockey Québec aurait une bonne carte dans les mains en s'assoyant avec Hockey Canada en disant, écoutez,
On est la nation fondatrice du hockey. Ça, tout le monde, même s'il y en a un petit peu à Kingston qui se chicane en disant que le hockey est inventé à Kingston, on oublie ça, là. Que le Québec est la nation fondatrice du hockey sur glace, que le président de la Fédération internationale de hockey sur glace serait d'accord, que plusieurs pays, plusieurs fédérations internationales sont d'accord. Alors, pourquoi pas permettre au Québec d'avoir sa propre équipe. Le Royaume-Uni le fait avec 11 de leurs nations, des nations du Royaume-Uni et aussi des nations qui font partie de leur Commonwealth. La France le fait avec 3-4 de leur territoire, les États-Unis avec Porto Rico, avec Guam. Alors, c'est une entente, ça prend juste de la bonne volonté du nouveau président de Hockey Québec, qui lui s'appelle Paul Ménard. Celui-là qui était là avant, Sylvain B. Lalonde, lui a quitté ses fonctions de directeur général en 2016, puis est maintenant directeur général de Sport Québec. Alors, c'est Paul Ménard qui devrait, avec son gars, s'asseoir, avoir une rencontre avec la Fédération internationale de hockey sur glace, avec René Fassel, se faire donner une lettre comme quoi que eux seraient d'accord à accepter le Québec si il y a une entente entre Hockey Canada et Hockey Québec. Bon, mais, ben là, Bob, oui. Est-ce que je peux te poser une question? Moi j'aimerais savoir pourquoi exactement, là, je suis comme un peu néophyte là-dedans, pourquoi est-ce que le Québec doit absolument s'asseoir avec le Canada? C'est au niveau structurel, au niveau du hockey, là, au niveau des équipes? C'est au niveau structurel. Le maître d'œuvre du hockey au Canada, c'est Hockey Canada. Dans le Québec, la Fédération québécoise fait partie de Hockey Canada. OK, fait que le Québec pourrait pas, par lui-même, faire partie de cette... OK. Techniquement, oui, mais ça serait politique. Le Québec pourrait se dissocier de Hockey Canada et faire une demande à la Fédération internationale de hockey sur glace en disant, ben écoutez, nous, on a décidé que on devient le maître d'œuvre du hockey dans notre nation, dans notre province, parce qu'on est une province encore, ou dans notre État, et puis on demande d'être accrédité à la Fédération internationale de hockey sur glace. Mais là, ça prendrait une équipe s'ils font ça, là, c'est une chicane, mais c'est une carte qu'ils peuvent jouer aussi, dépendant de la réponse de hockey. OK. Fait que ça pourrait être comme genre une petite menace, mettons, dans les jeux de négociation pour être capable de s'entendre avec le Canada. Ça, je comprends. Non? Ouais, puis en plus, mais il pourrait dire au Canada, Hockey Canada, ben vous voyez, là, vous allez pouvoir nous sacrer des volets au Québec, nous massacrer, être des grands champions, rire de nous autres. C'est bon, ça. Écoute, c'est rendu là. Il y a plusieurs journalistes qui, suite à ça, en ont parlé. Martin Leclerc, qui travaille pour Radio-Canada, qui travaille pour la Ligue nationale, qui s'occupe du site français de la Ligue nationale de hockey, qui est au Huffington Post aussi. Louis Cornelier, même du chroniqueur au devoir, qui est d'accord avec ça. Écoute, les journalistes, de plus en plus, sont positifs pour la mise sur pied d'une équipe Québec. Puis une petite question aussi, Bob. Qu'est-ce qui va se produire à Hockey Québec? J'ai aucune idée, mais cette semaine, je vais faire un suivi avec mes amis à la Fédération québécoise. Je vais même appeler l'ancien directeur général, Sylvain Lalonde, qui est un bon ami, qui est à Sport Québec, parce que Sport Québec peut être impliqué dans ce dossier-là aussi. Et voir là, si ça va bouger ou si on fait affaire avec des bons vieux fédéralistes colonisateurs québécois qui veulent pas que le Québec soit représenté. Justement, Bob, j'ai une question. J'ai une question, Bob, pour toi en ce qui concerne la Fédération québécoise. Quel est l'élément politique de tout ça? Est-ce que les nominations, certaines nominations, par exemple, président, elle est politique? Comment ça fonctionne, la constitution interne de ça? Comment, par exemple, toi, si tu décides de devenir président, comment ça fonctionne? Ben écoute, faut que tu sois un membre de la Fédération québécoise, c'est tout. Et puis Fédération québécoise, t'as le comité, le CA.
le CA est composé est voté par toutes les associations de 14 régions là, au hockey sur glace, je ne me trompe pas, au Québec. Là. Chaque région a un vote et on vote pour mettre, je pense, son 11 sur le CA. Presque tout le monde, presque le président de chaque fédération, comme le hockey des Laurentides, le président de Hockey Laurentides doit probablement siéger sur le CA. Ce CA-là s'occupe du bureau de Hockey Québec. C'est là que le directeur, toute l'opération, les autres, c'est pas des opérateurs, là, c'est seulement qu'un CA, là, d'un paquet de bénévoles, là. Tandis que Hockey Québec est opéré par un directeur général, puis ils ont certainement, chez Hockey Québec, au bureau à Ville-d'Anjou, ils sont certainement une cinquantaine d'employés là-bas. Et d'après toi, est-ce que ce M. Ménard-là pourrait être, surtout qu'il n'y a pas de menace indépendantiste associée à ça, donc c'est simplement, ce serait pas politique, ce serait pas l'Assemblée nationale qui s'en mêlerait, donc tu le verrais-tu lui être favorable à faire ces démarches-là auprès de Hockey Canada? J'ai aucune espèce d'idée. Celui-là qui était là avant, lui, je le connaissais bien, puis lui, c'était dans son chantier pour 2018. Là, on est rendu en 2018. Oui, c'est ça, parce que tu sais que c'est bon pour le hockey québécois, ça. Ça crée plus de débouchés pour des joueurs qui vont jouer dans les équipes nationales. Là, on parle juste de l'équipe junior, mais imagine-toi, imagine-toi que c'est dans tous les niveaux. Donc, ça devrait être de leur intérêt à ces gouverneurs-là et à ce président-là d'aller s'asseoir avec Hockey Canada pour qu'on ait une équipe québécoise. Parce que c'est bon, là, c'est bon pour eux, c'est bon pour leurs joueurs. C'est certain que ça devrait être une de leurs priorités. C'était celle de la Londe là, qui était là avant. Celui-là, ce M. Ménard-là, je ne le connais pas du tout. Je l'ai déjà rencontré quelques reprises lors des réunions que j'avais à Hockey Québec, mais pas plus que ça. J'ai aucune espèce d'idée s'il est d'accord avec ça, s'il est pour ça. Mais oublions pas que Joël Bouchard, le fameux Joël Bouchard, ancien joueur de la Ligue nationale, là, qui est directeur général de Hockey Canada pour les équipes juniors, ben il est contre ça, lui, des équipes Québec. Ah, ben là, c'est bien sûr. Québec. Fait que ça va déjà pas trop bien. Non, c'est ça. Tu sais que c'est lui qui est arrivé, hein? Tu la connais. Est-ce que je te l'ai raconté, l'anecdote? Lui est arrivé avec ses... je pense qu'il était avec les Armadas, lui, c'est propriétaire de l'Armada, hein, c'est ça? Oui, je pense qu'il est coach, là, c'est pas ça? Donc, ils sont arrivés dans une école où j'ai travaillé, là, puis pour aller jouer une partie de... ils ont amené certains de leurs joueurs juniors, puis ils ont fait tout un événement avec ça, avec les professeurs d'éducation physique. Puis un de mes copains, collègues, est arrivé là, puis là, l'hymne national, puis tout le kit. L'hymne national canadien, là, avec tous nos joueurs, avec le hockey Cosum, il est sorti de là en furie, mon collègue. Donc, c'est vraiment un agent fédéraliste incroyable, ce Bouchard-là. Moi, j'ai un autre que j'aime pas. Écoute, je le connais, là, c'est vraiment la réplique du bon Canadien français, là, agenouillé devant la reine. Un French Canadian. C'est pas des Canadiens français, ça, Bob. C'est des French Canadians. Peuple à genoux, attend ta délivrance. Ouais. Un Québécois de service. Mais écoute, je vais voir parce que c'est certain que ce dossier-là ne restera pas sur la table. Je suppose qu'il est rendu exactement. En dessous de la table ou en haut. Hein. Mais je vais m'en mêler à partir de demain. J'arrive au pouvoir puis je vous mets 1 milliard. Vous allez voir, ça va débloquer. On va soudoyer bien du monde. Je vais vous en donner des nouvelles la semaine prochaine. Ça, c'est certain lors de l'émission. Mais moi, j'ai confiance. Vu qu'il y a une ouverture, parce que là, 2 ans, la même question y avait été posée à René Fassel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Et pour lui, il n'y avait aucune ouverture. Il avait répondu, notre charte dit une équipe, un pays, une équipe. Hey, t'as-tu vu, Bob, là, aujourd'hui, ils ont dévoilé qui allait être les porte-drapeaux canadiens? On s'en fout, Christian. On s'en fout. Moi, je suis toujours. Écoute, mais non, mais
c'est toujours de nous montrer... Tu peux pas être parti à la CAQ, toi. Calvaire. Non, mais c'est de dire, au niveau de la délégation des athlètes qui vont être sous drapeau canadien, là, il me semble qu'il n'y a pas grand représentant québécois. C'est-tu moi ou... Ben, ils ont souvent mis des Québécois de service. Là, Jean-Luc Brassard en est un. Qui était porte-drapeau. T'as le défilé pour l'ouverture. Oui. Là, t'as un porte-drapeau. Puis ensuite, t'as le défilé de la fermeture des Jeux. Habituellement, celui-là, la fermeture des Jeux, ils vont choisir. Il n'est jamais choisi d'avance. C'est celui-là ou celle-là qui va avoir le mieux performé, là, qui est un mot et dans le aussi, là, mais qui va avoir les meilleures performances pour le pays. Là. Et au niveau de la délégation des athlètes québécois qui vont être au jeu, est-ce que c'est digne de mention ou encore une fois, là, j'en ai parlé l'autre fois, là, l'équipe canadienne de femmes de hockey sur glace, il y a seulement que 2 représentantes, il devrait en avoir 10. Là. Ça, c'est un minimum. Là. Écoute, équipe Canada hommes, je pense qu'ils sont 3. Il y a 3 Québécois, là, des anciens joueurs de la Ligue nationale, parce que les joueurs professionnels de la Ligue nationale, ils participent pas cette année, ceux de la KHL non plus. Il y a quelques Québécois dans la KHL, dans la Ligue russe, qui jouent là-bas présentement. Et puis là, le gouvernement russe semble vouloir permettre aux athlètes russes qui n'ont pas été poignés dans l'œil, parce que c'est une autre farce, ça. Ouais. La Russie, ils participent pas, mais ils participent. Fait que s'ils permettent, si la Ligue, la KHL permet à leurs joueurs de porter les couleurs de la Russie, ben, les joueurs québécois qui jouent en Russie, si l'équipe Canada les veulent, ben, ils vont y aller. En tout cas, moi, Bob, là, si on avait une équipe du Québec, là, j'engagerais les joueurs russes. Je leur permettrais de jouer. On aurait quoi, là? 90% de joueurs québécois, puis on va venir chercher une coupe de joueurs russes. Là. On leur donne la nationalité québécoise. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Ben écoute, la France, l'Italie, la France et la Suisse dans les années 60, début 70 et même 80, les équipes, parce que l'Italie a déjà participé aux Jeux olympiques au hockey sur glace, était dans les 12 meilleures nations, la France aussi, la Suisse aussi. C'était des Québécois, presque, qui avaient deux passeports. Qui jouait pour ces équipes-là. Hey Bob, ouais. Est-ce que tu as regardé le football en fin de semaine? Non, les gars, cette année, j'ai pas suivi un match de la NFL. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je suis un gars occupé, hein. Pensez que je m'installe, là, puis je pitane sur Facebook à journée longue. Je suis pas casanier, toi. Mais sérieux, j'ai beaucoup de dossiers. Et puis, je suis en train de finir la rédaction d'un livre aussi, d'un autre livre, là. Fait que ça m'occupe pas mal. Non, j'ai aucune idée. Je sais même pas si les Patriots sont là. J'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce Bon, ben, je voulais simplement ton avis sur qui allait gagner le Super Bowl, mais parce que j'ai des paris à engager bientôt, mais là, finalement, t'es pas une bonne source. Ben, t'es un peu, là. Il reste qui, là? Il reste 4 équipes, là? Là, il va y avoir les Vikings, Minnesota, qui vont se prendre contre le Philadelphie. Puis, là, je pense que c'est les Jacksonville Jaguars de Jacksonville qui vont se prendre contre les Patriots. Puis là, après ça, ça va être... ben, je vais pour les Eagles cette année, tiens. Oh. Bon, ben, tiens donc, OK. Je vais en tenir compte. Mais mon nom, là, Eagles, là, j'ai rien vu de l'année, mais j'ai toujours bien aimé cette équipe-là. Tu mets un petit 2 là-dessus, là? Hein? Tu mets ton petit 2 là-dessus? Un petit 2. Hey Bob, écoute, on te remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine. Donc, on attend un rapport complet pour la semaine prochaine pour savoir les développements. Là. On sait que tu vas œuvrer, tu vas travailler là-dessus pour le développement du sport. C'est un dossier que je vais suivre, puis je vais me mettre à date là-dedans, puis je vais essayer même de réunir un paquet de monde là, dans les prochaines semaines pour vraiment mettre de la pression sur Hockey Québec. Là. Puis je sais qu'il y a des journalistes maintenant qui sont d'accord avec ça, fait que du moins, quand tu as les médias avec toi, tu as déjà une bonne partie de gagner. Là. La dernière chose que je veux dire en passant, les gars, vous avez vu que
notre chum Julien, coach, l'instructeur du Canadien, avait pas habillé Deslauriers lors d'un match. Alors qu'il avait reçu le trophée Molson. Le match d'après, c'est là que le lendemain Deslauriers a été nommé le joueur du mois pour le Canadien de Montréal. C'est incroyable. Regarde, c'est très révélateur. Un autre qui utilisait Deslauriers comme un Québécois de service, mais là, Deslauriers, c'est un des meilleurs joueurs du Canadien. Imagine-toi. Et c'est épouvantable. Eh oui. Ouais. On vit dans ce monde-là. Et c'est un Québécois qui a fait ça. Oh oui, c'est ça, le coach. Colonisé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le coach, c'est pas un Québécois. C'est un franco-ontarien, ça. Oui, c'est vrai. Effectivement. Un autre qui veut rien savoir des Québécois francophones. Un Canadien français, d'Amérique du Nord, d'expression française. Hey, Bob, merci infiniment. On te souhaite une excellente semaine et on revient avec toi le mardi prochain, sans faute, le 23. Oh, merci beaucoup, les gars, puis bonne fin d'émission. Bonne année, mon merci. Bonne année, Bob, là, merci. On passe à une courte pause publicitaire, 2 minutes, et on vous revient avec l'ultime chronique, la chronique à fond de terre avec Claude Veilleux. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Fait que, Monsieur Veilleux, t'as des affaires importantes à nous jaser. Mais, hey, tu m'as pas parlé, toi, que tu voulais faire une annonce. Ouais, tu voulais nous parler d'une émission de Radio Infocité. Oui, c'est que j'aimerais ça que ceux qui ont manqué l'émission de Richard Lehir, Point de bascule. J'en fais partie. Hein. Richard Lehir et Jean-Claude Pomerleau étaient là, c'est que beaucoup s'inquiétaient à savoir si il y a eu des événements, c'est-à-dire Richard Lehir a quitté le conseil d'administration de Vigile. Puis il y avait quelques personnes qui ont fait courir des rumeurs comme quoi, finalement, il s'entendrait pas avec telle ou telle personne, mais c'était très simple. Il y avait un cas, c'était très simple, puis lui a décidé de quitter, mais il restait en bonne relation avec les gens qui étaient là. Tu sais, c'est pas... Oui, parce qu'il en a parlé à son émission. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis, là, il y en a même qui disent comme ça, il risque même plus de faire la radio. Puis il y a des gens qui n'aiment pas Richard Lehir parce qu'ils le voient comme quelqu'un qui va casser du sucre sur le dos du PQ, mais un peu comme nous tous, là. Ouais. Il voit très bien les problèmes structurels de notre parti, puis ça lui fait mal, mais il n'y a pas le choix comme analyste d'en parler. De ne pas faire d'aveuglement volontaire, finalement. Parce de toute façon, que Richard Lehir s'exprime sur notre radio va pas faire en sorte que le PQ va couler ou survivre. Là. C'est pas, absolument. C'est parce qu'il y a certains militants au PQ qui ont tendance à penser que comme on n'est pas assez soudés, donc on se bitch entre nous, puis là, ça nous coûte. Quand on aime, on critique pas. C'est ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas pour ça que
je veux faire l'annonce, c'est-à-dire c'est l'émission, il faudrait revoir la date, en tout cas mercredi. Moi, j'aime ma femme, puis je passe mon temps à la critiquer. C'est ça. Moi aussi, je te critique tout le temps, Christian, t'as remarqué? On s'aime. Mon Dieu, les déclarations d'amour. Et je salue tendrement. En 2018, il y a que de l'amour à cette table. Il y a de l'amour dans l'air. Oui. Puis l'annonce que je voulais faire, c'est dire aux auditeurs, ceux qui l'ont manqué, allez sur le site, allez voir mercredi passé Point de bascule. Jean-Claude Pomerleau s'entretient avec Richard Lehir. Richard Lehir avec Jean-Claude Pomerleau pendant l'heure et demie ou les 2 heures que ça dure. Je pense que ça dure 2 heures. Mais surtout, toute l'émission est bonne. Allez réécouter cette émission-là, mais surtout la première heure. Oui, parce que vous savez, la première heure, là, elle est superbe. Tout est là. Oui. Je pense que moi j'allais écouter. Je vais sauvegarder ça. Puis, c'est l'émission de la semaine passée. L'émission de la semaine passée. Okay. Si j'étais au cégep ou à l'université, je pense que je ferais écouter obligatoirement cette portion-là de l'émission. C'est-à-dire qu'on part de... Moi, je l'ai envoyé à des profs d'histoire à l'école. Ah oui? Vois-tu, quand on ne s'était pas parlé? Ça me donne quasiment non, on ne s'est pas parlé, mais quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça tellement bon. J'ai dit, il faut que je l'envoie aux profs d'histoire à l'école. Pour me permettre, je ne pourrais pas passer ça à mes élèves en monde contemporain en 5e secondaire. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est excellent parce que pourquoi c'était tellement bon? C'est qu'on part de l'hydroélectricité, c'est-à-dire la nationalisation de l'hydroélectricité, les premiers pans faits par Adélard Godbout. Et Richard Lehir et Jean-Claude Pomerleau font bien ressortir, c'est-à-dire le trou qu'il y a dans notre histoire. C'est-à-dire qu'à partir d'Adélard Godbout, là, après ça, il faut aller jusqu'à René Lévesque avec l'équipe du Tonnerre, le Sage. Puis c'est comme si entre les deux, il ne se passe rien. Et ils en profitent au passage. La désinformation aussi. Oui, c'est ça. Puis ils en profitent au passage pour réhabiliter le gouvernement du Plessis. Oui. C'est que là, moi, ça fait longtemps que je le dis. C'est pour ça aussi que je la trouve bonne, mais c'est pas des bobards. Hein. On parle de la vérité. Il y a d'une part Jean-Claude Pomerleau et Richard Lehir qui s'intéressent à ce dossier-là depuis longtemps, mais on sait que Jean-Claude Pomerleau, lui, de ce côté, va consulter des gens qui ont été des acteurs à cette époque-là. Oui. Surtout, dans son cas, ceux qui ont fréquenté Daniel Johnson. Oui. Puis, mais bien entendu, Daniel Johnson, c'était la suite du Plessis. Et entre Adélard Godbout et le Sage, avec l'évêque, tout ça, il se passe quelque chose au niveau de l'hydroélectricité. Et ces gens-là, à l'Union nationale, avaient une stratégie qui n'était pas une stratégie de se coller sur les méchants capitalistes. Au contraire. Donc, contre le peuple et tout ça. Et donc, en même temps de faire cet historique-là, parce qu'ils sont partis, je vais me corriger, là, ils sont partis du dossier de Muscat Falls. Okay. C'est-à-dire que là, ça retourne pour une 4e fois là, devant la Cour suprême, là, le litige entre Terre-Neuve et Québec. Là. Puis on gagne à chaque fois, tout ça. Mais ils expliquent ça et c'est en passant qu'ils profitent de faire une certaine réhabilitation de Duplessis et de l'Union nationale de cette époque-là. Il faut absolument et du rapport de Daniel Johnson, entre Daniel Johnson et le général de Gaulle aussi. Ça, c'est vraiment une partie importante. C'est vraiment intéressant. Oui, excellemment. C'est-à-dire que, selon Richard Lehir et Jean-Claude Pomerleau, mais là, j'ai souvenir de Richard Lehir là-dessus aussi, c'est que Johnson avait un vrai plan et c'est ce plan-là qui a fait en sorte que pour l'indépendance du Québec, on s'entend, là, un vrai plan, là, pas un plan de référendum, il faut demander la permission de négocier quelque chose. Là. Donc, un vrai plan de sortie de l'Union, finalement, il faut le dire comme ça. La géopolitique. C'est ça, puis on était dans le vrai. C'est-à-dire, avec ces plans-là, on était dans le vrai. Dans l'effectivité. Dans l'effectivité. Et c'est ce que le général de Gaulle appréciait et qui lui a fait faire, et lui a fait commettre les gestes qu'il a posés. Et, bon, ça, il faut aussi connaître un petit peu l'histoire de Charles de Gaulle aussi là-dessus, puis de notre histoire. Que de Gaulle avait un intérêt aussi à avoir des liens avec le Québec. C'est ça. Et il faut absolument... allez écouter cette première heure de l'émission Point de bascule de mercredi passé. Écoute, moi, j'ai ajouté ça à ma liste, là, donc à ma liste de lecture sur YouTube. Non, sur ma liste de lecture sur YouTube, on peut faire ajouter. Alors, c'est ajouté et je vais écouter ça sans faute, donc
pour encourager nos deux amis de Radio Infocité et aller aussi se documenter, aller chercher des informations intéressantes. Hey, maintenant, tu nous parles de quoi, mon Claude? De notre maire ici, de la ville de Saint-Jérôme, capitale des Laurentides. Des Laurentides, c'est-à-dire Stéphane Maher. Toi, tu as un accès privilégié. Hein? Non, mais ça, on n'en parle même pas. OK. Donc, il faut, bien entendu, si j'ai cet accès... Non, j'ai pas d'accès privilégié. Non, mais j'ai pas quelqu'un d'accès. qui travaille dans son équipe en ce moment. Mais honnêtement, j'en parlerais pas si je bénéficiais d'un accès privilégié. Ce que je veux dire, c'est qu'en voyant cette simple nouvelle-là, j'étais content. Sans avoir parlé à Maduciné. Moi aussi, j'étais très content. Je suis très content de voir cette nouvelle-là apparaître. C'est que Stéphane Maher a donné une entrevue à David Gentili, de Radio-Canada. Et en gros, on peut... c'est-à-dire qu'il se prononce... Parce que, bon, dans les nouvelles, il se prononce contre le pot. En gros, c'est ça qu'on voit. Mais j'aimerais ça préciser sa pensée à Stéphane Maher, qui a été très précise en passant, là, parce que suite à l'entrevue qu'il a donnée à ce monsieur Gentili-là, là, je pense qu'il a dû donner une affaire comme en 2 jours, là, entre 40 et 80 entrevues. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Ça a fait le feu. En gros, c'est que ce que dit Stéphane Maher, c'est qu'il n'y a pas... on parle contre la légalisation du cannabis, bien entendu, puis il s'élève contre ça, mais au nom de 3-4 raisons, là, qui ressortaient beaucoup dans ses entrevues. Et c'est dont la étayé. première, étayé. C'est qu'il n'y a pas d'études exhaustives prouvant hors de tout doute, puis traitant hors de tout doute des impacts sur la santé du cannabis et sur le tissu social, puis etc. Il demande à Québec de légiférer, puis de permettre un débat intellectuel avant de faire quoi que ce soit. Et bien entendu, il aimerait bien que ce soit le Canada, mais comme il est très au courant, puis ça paraît que Stéphane Maher, comme maire de la ville de Saint-Jérôme, sait que les villes sont une créature de l'Assemblée nationale. Des provinces. D'accord, de Québec. D'accord? Ouais. Donc, il demande à Québec de faire quelque chose et pas d'attendre que les villes légifèrent elles-mêmes, comme lui va être obligé de le faire s'il n'y a pas vraiment ce débat-là est fait encore. C'est-à-dire que si rien n'est fait, le maire, Stéphane Maher, va interdire qu'on fume, qu'on consomme du cannabis sur les voies publiques, etc., etc. Mais il précise à dire que il n'est pas absolument pour l'infini, pour l'éternité, contre la... Mais il faut que je finisse les points. Mais moi, je comprends qu'il est dans le fond, il s'inscrit un petit peu dans le prolongement de l'interdiction de boire de l'alcool dans un parc. C'est exactement ça que je Ça, c'est après. Après, bien entendu, on pourra en parler. Mais en gros, il faut quand même dire ces 4 points-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études exhaustives, puis il faut éviter de faire de la microgestion. Autrement dit, j'aime cette habileté-là de ce maire-là de mettre les gens devant leurs responsabilités et pas faire simplement de la petite politique. Lui, il pourrait sortir et dire « Moi, je vais l'interdire puis jouer au petit caporal. » C'est pas ce qu'il fait. Il dit « Si vous ne faites rien, moi, j'ai pas le choix. Je dois l'interdire dans ma ville, sur la voie publique. Mais je demande à Québec d'intervenir, de légiférer là-dessus. » Parce qu'on sait que pour permettre le débat intellectuel qui, de toute façon, va arriver, mais après coup, une fois que ça va être légalisé, parce que ça va être le chaos, ça va être le bordel. Puis pour éviter ce qu'on appelle, c'est ça, puis pour éviter, ben, ça va l'être encore plus. Non, parce que là, ça va faire ce qu'on appelle la microgestion. C'est-à-dire que Sainte-Sophie pourrait décider que tu as le droit de fumer partout, Saint-Jérôme à côté, pas pantoute. Donc, ça va devenir un peu le bordel, ça va devenir un peu n'importe quoi. Fait qu'il demande à Québec de faire sa job. Dès ça. Puis de pas... Parce que Québec est pogné, c'est la patate chaude, là. Il arrive un petit clin de la pire espèce, une espèce de tweet, un ovni sorti de nulle part, Justin Trudeau, qui a vraiment, honnêtement, là, on va être très honnête, Justin Trudeau, je pense qu'il ne serait même pas assez compétent pour être caissier chez Couche-Tard. Là, non, mais puis là, je veux pas déprécier un caissier chez Couche-Tard. Non, mais tu comprends, parce que les caissières. Moi, je pense que tu manques de respect envers les caissiers chez Couche-Tard. Exactement. C'est des gens qui sont intelligents. Justin Trudeau, ça sort de nulle part. Ça sort vraiment du champ gauche. Et lui arrive là, puis il veut légaliser le cannabis. Là, on sait très bien. Là, moi, j'ai regardé depuis à peu près quelques mois, mais surtout dans les dernières semaines, j'ai regardé le comportement de certaines actions de ces petits amis là, qui vont produire du pot. Oh ouais. Elles se transgissent en ce moment entre 4 et 6 000 fois les profits espérés. Ouais, c'est clair. Il y a une folie furieuse. C'est-à-dire que
même s'il ne l'avait pas fait exprès, ce qui est en train, ça c'est moi qui parle, c'est pas Stéphane Maher bien entendu, hein, même s'il l'avait pas fait exprès, ce qu'il est en train de faire Justin Trudeau, c'est d'engraisser ses chums, à la base. Il engraisse ses chums, là. D'accord? Oui. Parce que quand tu dis qu'une action se transige tellement forte, hein, je pourrais nommer le nom des actions, mais je ne les nommerai pas. Ces compagnies-là. Donc, ça se transige de façon tellement forte, avec tellement de volume, que tout Toronto en souffre. C'est-à-dire, toutes les autres actions minières et compagnies là, en souffrent. L'argent est déporté vers ça. Fait que c'est vous dire comment c'est rendu fort. Là. Un politicien qui va arriver, qui va vouloir s'opposer à ça, s'oppose à des petits amis qui sont en train de s'engraisser. Donc, pour revenir à Stéphane Maher, en attendant, c'est non pour lui. Hein, le droit de consommer à Saint-Jérôme. Et il y a toute la problématique des terres agricoles et de la production aussi, là. Parce que, tu sais, là, nous, on a, je ne veux pas le nommer, là, mais on a un producteur qui est connu à Mirabel qui veut s'enligner là-dessus. Ah, ben, il y a eu un reportage il y a 2-3 semaines, justement, sur ce producteur-là qui produisait des tomates et qui a décidé d'arrêter de produire des tomates. C'est Bertrand, parce qu'il va faire, ben ouais, parce qu'il multiplie par, il va multiplier par 100, je pense, ses profits. Ouais. C'est ce qui se disait dans le reportage. Ça, là. Donc, on voit très bien, mais tu sais, il parle à la est-ce que produire des tomates, c'est pas plus important que de produire lui, c'est le pot médicinal, là, c'est pour une petite parcelle de la population. Tandis que des tomates puis des légumes, on en veut pour tous. Le pot, tu sais. Parce que là, le problème, il y a même à Whedon, que, ben, je ne sais pas si tu me laisses un petit peu de temps. À Whedon? À Whedon, c'est une municipalité du Québec qui est sur la rive sud. Là. Je crois que c'est pas loin de Thetford-Mine, là, si je m'abuse de mémoire. Eux autres, ils ont déjà des ententes avec des gros producteurs, des grosses serres, des méga serres. Là. Il y avait les ententes qui hein? Il y avait le nom pour ça. Il y avait le nom pour ça, Whedon. Et là, moi je vois Hydro-Québec là-dedans aussi, parce qu'avant ça, Hydro-Québec donnait pas des crédits, mais pas des congés non plus, mais des tarifs réduits pour les serres. Là, ça l'a arrêté à un moment donné, puis là, il n'y a plus de serres. Et là, eux autres, c'est sûr qu'ils vont mettre du lobbying ils vont mettre du monde là-dessus pour que Québec... Ça, là, moi, ça me purge. Je peux pas comprendre ça, qu'on soit rendu là au Québec à cause de ce trou de cul-là. Mais vous savez, ça va tellement vite. Il y a comme beaucoup de dossiers parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis pour. » Oui, mais ça va trop vite quand même. Ça va trop vite. C'est comme un peu comme... tu parles à quelqu'un qui a perdu, mettons, un membre de sa famille qui était âgé puis qui aurait peut-être préféré qu'il ait droit à mourir dans la dignité, par exemple. Vous avez vu comment ce dossier-là, comment on a évacué du débat tous ceux qui étaient contre? Il y a quelque chose de très, très, très malsain là-dedans. Et on va être pogné avec des problèmes de conscience morale. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas, des docteurs qui veulent pas administrer ça. Donc, je veux pas déborder là-dessus, mais c'est qu'on va trop vite. Il y a des docteurs qui se questionnent sur la consommation, là, ça. Sur les là, effets. Si les professeurs... le cannabis, ça fait longtemps. Ouais. Le cannabis, là, ils vont dire, oui, mais de toute façon, les gens fument déjà. Oui, mais attends une minute, toi, les gens fument déjà. Une fois que, imaginez-vous là, que c'est complètement débridé, là, que c'est légal de fumer. Là, tout le monde doit faire de la micro-gestion. C'est légal, mais tu n'as pas le droit ici. C'est légal, mais tu n'as pas le droit là. C'est légal, mais là... Oui, mais attention, fumer, c'est pas considéré comme... Ben, en fait, t'en es un dans les faits, parce qu'il y a de la nicotine, mais dans les faits, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme un psychotrope aux yeux de la loi. C'est considéré comme du tabac. Bien entendu, mais c'est pas la même loi. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la loi... Tu sais, je veux dire, j'entends plein de maires, justement, se prononcer là-dessus. Ouais, mais là, on n'a pas d'affaire à légaliser ça dans les lieux publics. Ouais, mais l'alcool n'est pas légal dans les lieux publics. Ouais, mais juste les policiers, là. Comment est-ce que les policiers vont appliquer tous ces règlements-là? C'est toutes les municipalités qui se ramassent avec la merde, les provinces, entre autres, mais les municipalités, c'est eux autres. C'est pour ça que je pense que... Les plus gros problèmes Non, mais ça, je suis parfaitement d'accord avec toi, que le débat va trop vite. Moi, j'ai parlé avec les policiers, là, ça va être quelque chose, là, de tout appliquer ça, là, ça va être assez malade. On sait déjà de sources sûres. Et François nous revient là-dessus dans sa chronique la semaine prochaine. Je fais seulement que dire quelqu'un. Éthico, politico... Est-ce qu'il y a un autre problème, ça? Quand tu fais quelque chose de trop rapide comme ça, puis tu vois pas tous les problèmes qui vont être créés, ben c'est du grand n'importe quoi. On sait déjà de sources sûres que la Régie du logement va permettre de rouvrir les baux. Les bails, là, les baux.
C'est-à-dire que quand tu signes un bail à l'ordinaire, tu sais que, un moment donné, je suis allé déménager ma fille dans un bloc assez miteux. Là. Puis là, ça sentait le pot partout. Puis ça sent, tu sais, que tu sois pour ou contre le pot, ça n'a pas rapport. Là. Ça sentait le diable. Ça sentait pas bon. Oui. Tu sais, ça sentait vraiment pas bon. Donc, les gens fumaient là. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand tu signes un bail, généralement, le propriétaire, à la reconduction du bail, il n'a pas le droit de le rouvrir puis d'ajouter une clause. Tu n'as pas le droit maintenant d'avoir un chien. En tout cas, il n'a pas le droit de faire ça. Mais là, la légalisation du pot fait en sorte que le lobbying qui s'est fait finalement, auprès de la Régie du logement par les propriétaires de logements vont permettre de rouvrir les baux. Donc, le propriétaire va pouvoir te revenir à la reconduction puis ajouter au bail, tu n'as pas le droit de fumer. Tu sais qu'actuellement, il y a près de 70% des baux locatifs qui interdisent de fumer dans déjà un de logement. Fumer. Juste la cigarette dans un logement. Moi, c'est ça que je dis. Moi c'est ma philosophie. Quand tu fais des lois, ou quand tu défais des lois d'une certaine façon aussi, là, et quand tu fais trop de lois, tu risques de briser un genre de contrat social. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui fument du pot ou autre chose. Là, et il peut m'arriver d'aller chez eux, puis là, il sort, puis mettons, il s'en va. Puis là, mettons que je vais arriver avec... quelqu'un va arriver avec ses enfants, ben il le fera pas devant les enfants. Vous savez qu'il y a comme un modus operandi qui s'opère quand tu fais des choses qui sont pas tout à fait légales. Tout ça. Donc, cette mentalité qu'on a, c'est pour ça que Justin Trudeau, puis ils peuvent arriver avec des projets comme ça, parce qu'ils savent que les gens sont pris d'absolu. On a-tu droit? On n'a pas le droit. On peut vivre dans des choses qui sont floues. Entre le noir et le blanc. Donc, il faut arrêter de vouloir encadrer, oui, à tout prix. Toujours vouloir encadrer. Puis ça, on se sert de la maladie mentale, de la névrose amenée par les médias, puis par le peuple, puis par les courants de pensée, pour après ça aller engraisser, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Je le vois. Je suis ça, moi, la bourse. Je suis à... Non, mais le tabac, c'est un 9h30 bon à 4h, exemple. quand j'ai le temps, là, je m'en vais voir ça. Là, hein? Donc, je vois ça aller. Donc, je vois des gens être en train de s'enrichir. Faites vos recherches. Hein? Si les journalistes faisaient leurs recherches comme il faut, ils verraient bien que le chum de l'un puis le chum de l'autre, puis ils remonteraient à Trudeau, puis il n'y aurait pas besoin de faire 3 générations de famille entre les deux. Là. Tu dois voir l'industrie, la technologie du numérique. Et voilà, même chose. C'est la même chose. Même affaire. Tu dois avoir ça. C'est le même principe. Je pourrais te montrer, éventuellement, ça serait intéressant, ça. Je pourrais te montrer une pli de publicité que j'utilise des fois en classe, des publicités sur le tabac qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, juste pour montrer comment est-ce que les mentalités ont changé. Extraordinaire ta chronique, là. Je pense que tu es venu 4 ou 5 fois. Je pense qu'il est dû, là. Là, tu fais du lobbyisme. Non, mais tu trouves pas qu'il est dû? Oui, il est dû. Il est vraiment dû. Il est vraiment dû. Écoute, il a la langue bien pendue et il ressent le besoin. Avec la console et tout ça, là. On peut lui créer un poste de fou du roi, tu sais. Ça, j'aimerais ça. Bon, mais juste que t'as ta petite carte. Juste s'il a pris ben du pot avant de rentrer ça. Les gars, anglicisation de Montréal et des alentours. Laval. En 2003. Bonjour, hi, salam alaikum. En 2003, quand Charest revient, je remarque tout de suite, je prends, je ne sais plus quel ministère j'appelle, puis on me dit « For English, press 9 ». Oui, effectivement. Déjà, le loup était entré dans la bergerie. L'État québécois, on ne prend pas juste la loi 101. L'État québécois est un instrument de francisation. On est au Canada, Claude, c'est normal, il y a 2 langues officielles. Je ne suis pas rendu là. Mais c'est ça, mais on va y arriver. L'État québécois est un instrument de francisation. Donc, même avant la création de la loi 101. Qu'est-ce qui a fâché nos esprits libéraux? Là, encore là, pas rien que les libéraux, le Parti libéral. Quand je parle d'esprits libéraux, les esprits du libéralisme, d'accord? Qu'est-ce qui a fâché les esprits libéraux dans la rédaction, l'instauration de la loi 101 au Québec? C'est assez simple. Nous, au Québec, on se servait de notre État pour survivre. Alors que noyé dans un océan anglophone comme ça, c'était facile de faire jouer l'esprit du libéralisme. J'ai bien le droit de parler la langue que je veux. Et tous ces arguments-là tombaient à plat devant un peuple qui demandait à son État d'intervenir. Ils ont élu le Parti québécois
Et le Parti québécois, sous l'égide de Camille Lorrain, on a confectionné la loi 101. Depuis, la loi 101 s'érode, mais il y a aussi le principe qui s'érode. Il y a quelque chose qui, quand je dis que le loup entre dans la bergerie, il y a le multiculturalisme et le bilinguisme institutionnel pour le Québec qui est en train d'entrer, mais de façon vitesse grand V. J'ai une anecdote sur quelqu'un qui m'appelle et qui travaille dans le milieu de la santé. J'ai entendu parler de ça, moi, il n'y a pas longtemps. Hier. Ben, il faut que j'en parle. C'est ça. J'ai dit au début que je devais en parler. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu hier, j'ai dit au début que j'allais répéter cette anecdote-là que j'ai donnée hier parce que c'est trop important. Cette personne m'appelle en fulminant. Elle s'est fait canarder, bombarder parce qu'elle a osé émettre un avis contraire à ses patrons et les collègues avec qui cette personne-là travaille. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, puis c'est pas que là, le gouvernement, donc, offre des cours privés d'anglais à tous ceux qui le souhaitent. Ils ont commencé comme ça. Donc, il y a des cours privés qu'on paye. Tu veux en prendre, prends-en parce qu'on va en avoir besoin parce qu'il faut donner des services en anglais. D'accord? Donc, ensuite est venue la directive d'offrir des services dans toutes les langues possibles à la demande expresse du client. Tu parles le Swahili, là. Tu dis que ils vont essayer de te trouver un traducteur, un interprète. D'accord? Tu parles de quel service? Est-ce que tu peux le nommer? Service de la santé. Service de la santé en général, OK. Ben, moi, je te parle d'un secteur de la santé. Oui, OK, je veux pas l'identifier. Non, c'est bon, c'est correct. Tu n'as pas besoin de parler. Juste un peu de chloroforme. Puis... Les demandes sont surtout, on s'entendra, pour être servis en anglais. Donc, notre levier de francisation, comme je vous le dis tout à l'heure, est tombé. For English Press 9, ça a commencé là. Exemple de mon témoin. En réunion, le seul fait d'avoir osé émettre une opinion contraire a valu à ma source d'être bombardé littéralement, d'être traité de pratiquement de raciste et de... Puis cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'intègre bien dans un milieu, c'est pas ce qu'on appelle un mouton noir. Là. Il a été obligé de faire du lobbying, d'aller voir les gens les uns après les autres, puis il n'en revenait pas. Ce sont des Bouchards, des Gagnons, des Tremblay, des beaux petits Québécois de service qui sont emprunts parce qu'ils sont à Montréal. Ils sont fiers d'être multiculturalistes. Ils sont fiers du bilinguisme. Pour eux, ils vivent dans un pays bilingue, dans une ville bilingue. C'est incroyable. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose et il faut réagir en masse. Là. Il faut remettre un parti au pouvoir qui va leur botter le cul. Il faut revenir, il faut remettre la loi 101, il faut se battre, puis il faut être agressif. Puis là, c'est fini de juste faire. C'est correct, impératif français et tout, Québec français. Allez les voir. Il faut abonnez-vous, devenez membre, mais là, il faut vraiment devenir mauvais. Ouais, ça prend des politiciens avec des couilles. Oui, c'est ça. Mais nous, on doit en avoir aussi. Moi, si ça arrive, je vous assure que je leur dessouffle tout leur tailleur sur 365 jours. C'est fini. Et celui qui m'affronte là-dessus... je suis très fâché. Celui qui m'affronte là-dessus, je lui pète la gueule. D'accord? Donc, avisez tous vos amis, vos voisins. Vous voulez angliciser le Québec? Ça va faire, moi, je dis non. Je vous enlève toutes les dents d'en haut et toutes les dents d'en bas. Hey, moi, je vais sortir la cognac parce qu'on va moi, j'arracherai la lampe, ça règle le problème. Et mesdames, messieurs, oui, Claude. Oui. Bravo. À fond de train. Écoute, oui. À fond de train. Dans le fond de la gorge. Ça met fin à notre émission de cette semaine. Donc, notre première émission de 2018. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, c'est le Journal du soir de François Saint-Louis avec Steve Fortin, donc son invité habituel du mardi. Et il vous parle, devinez de quoi? Des députés qui quittent. Donc, il vous parle de ça dans un moment. Restez sur les ondes de Radio Infocité, même s'il n'y a pas d'ondes. Hey, bonne fin de soirée. Et à la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Bye. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com.